C'est parti. On peut y aller. Mais il faut que Sébastien revienne, non? Pour que... Non, non, ça y est, là, c'est parti. Mais c'est sur Donc, Facebook Live? oui, 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 ça y est, D'accord. on est parti. Donc, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau lundi de PEPS, qui est un webinaire qui se fait régulièrement au sein de notre collectif PEPS pour une écologie populaire et sociale. Donc, aujourd'hui, le thème de ce lundi de PEPS, c'est c'est l'économie des communs. Et donc, je vais laisser notre camarade Jean Fauché présenter le collectif et l'intervenant et démarrer cette réunion tous ensemble. Voilà, bonne réunion. Oui, bonsoir à tous. J'interviens uniquement par téléphone du fin fond du Tarn. Est-ce qu'on m'entend bien là? Très bien. Très Très bien. bien. Bon. Donc, quelques petits mots d'introduction pour rappeler que PEPS fonde sa politique sur l'écologie de rupture. D'autres l'appelleront écologie de libération ou même parfois écologie révolutionnaire. Et nous la qualifions d'écologie populaire et sociale. Disons que nous agissons en développant une vision du monde fondée surtout sur l'entraide, l'égalité, la défense de la vie, du vivant, une écologie populaire et sociale anticapitaliste qui intègre plusieurs notions comme l'écoféminisme, comme l'écologie décoloniale, comme la décroissance choisie et non subie, la lutte contre le validisme parmi d'autres. Hein. Disons pour faire vite, disons que PEPS lutte contre toutes les discriminations de classe, de genre, de race. Et notre projet, que nous appelons Seconde Commune, est un projet transversal qui vise à mettre en place une société, disons, écologiste fondée sur le communalisme, la démocratie directe, l'autogestion. L'autogestion, d'ailleurs, je pense qu'il en sera question au cours du débat tout à l'heure. Disons, pour pour terminer rapidement la présentation de PEPS, disons que nous sommes un collectif politique qui nous appuyons sur des groupes locaux et des groupes locaux militants et sur des groupes thématiques. Des groupes thématiques comme le groupe culture, le groupe démocratie alimentaire et peut-être d'autres groupes, bon je ne vais pas tous les citer, peut-être en constitution un groupe autour des questions de défense. Une de nos lacunes, si on peut dire, dans notre vaste chantier, c'est peut-être la question de l'économie. C'est une question sur laquelle nous avons décidé de travailler, de nous approfondir. Alors, il y a 3 ans environ, il y avait bien eu un lundi avec Paul Ariès autour de la notion de gratuité. Et aujourd'hui, nous continuons ce travail vers notre projet donc, de seconde commune en invitant Benoît Boris autour de
son projet de sécurité sociale économique. Bon, qu'est-ce que c'est? Il nous en parlera. Il nous en parlera. Il s'appuie. Bon, moi j'ai connu Benoît il y a une quinzaine d'années. Nous appartenions tous les deux aux alternatifs. Et il m'arrivait parfois de travailler avec la commission économie des alternatifs, dont les travaux, il serait intéressant de les reprendre et de nous appuyer dessus, parce que je crois que par rapport aux questions qui nous préoccupent, il y a des pistes, il y a même des boulevards. Benoît s'est beaucoup intéressé aux questions d'autogestion et aux questions de coopérative. Il a écrit plusieurs ouvrages là-dessus, animé des dizaines de réunions, et là, depuis 2-3 ans, il finalise, il essaie de mettre en place, de faire reconnaître ce projet dont il va nous parler, de sécurité sociale économique. Il va faire un bref exposé de 20-25 minutes, mais surtout, ensuite, place au débat, place à nos questions. Merci. Benoît, à toi. Bon, écoutez, merci Jean de cette introduction. Bonjour et bonsoir à toutes et tous. D'abord, merci de m'inviter aujourd'hui à débattre avec vous dans le cadre de vos lundis de PEPS. Donc, on a voulu placer cette présentation de la sécurité économique et sociale dans le cadre de l'économie des communs. Comme je l'ai précisé dans la petite ligne de bio, ça fait effectivement pas mal d'années que je m'intéresse d'abord aux coopératives, donc avec le livre Coopérative contre capitalisme aux éditions Sileps en 2015. C'était à l'époque essentiellement un reportage sur des reprises d'entreprises par les salariés. Et cette idée de sécurité économique et sociale était déjà apparue dans ce livre parce que c'était le moyen concret de permettre un développement facilité de coopératives et de transformation d'entreprises, de sociétés de capitaux en coopératives de travail. J'ai ensuite vu certaines limites dans le monde coopératif et c'est de là que j'ai voulu rejoindre un petit peu ce concept de commun qui d'ailleurs est plus, à mon sens, un concept et pratique et théorique et pas tellement une forme juridique à l'inverse de la coopérative et j'ai écrit donc Au-delà de la propriété pour une économie des communs en 2018 aux éditions de la Découverte. Voilà, donc c'est dans ce cadre de notion d'économie des communs que je me place aujourd'hui et que je vais vous présenter cette sécurité économique et sociale. Donc, cette sécurité économique et sociale était déjà présente dans ces deux livres à l'état d'embryon. Aujourd'hui, elle est avancée dans le cadre d'une association qui existe, c'est l'association pour une loi de sécurité économique et sociale. Nous insistons beaucoup sur l'aspect loi pour indiquer que c'est un projet qui peut être mis en avant dès maintenant et qui répond déjà à énormément de questions que se pose notre société. Vous le verrez, j'irai au travers de l'exposé. Donc, on est dans une autre phase là-dessus. Alors, économie des communs, en deux mots, de quoi parle-t-on? J'irais le point sur lequel je suis arrivé dans mon dernier livre, c'était de dire, mais finalement, une économie des communs, c'est une économie dans laquelle deux types de communs vont s'articuler, des communs associatifs, c'est-à-dire des communs initiés par des individus sur une base volontaire, et d'autre part des communs géographiques, qui sont des communs qui sont basés dont l'adhésion est basée sur la présence sur une zone géographique, et donc l'adhésion, à l'inverse de l'autre, est obligatoire, et inversement, personne ne peut être exclu d'un commun géographique. Donc, en titre de commun géographique, je crois pour moi, le point le plus approchant de ce commun géographique, c'est la sécurité sociale, telle qu'elle était conçue en 1946,
Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un commun. Je dis que c'est quelque chose qui en était le plus approchant. J'ai écrit un article dans la revue du MOS il y a maintenant un petit peu plus d'un an là-dessus, où je fais bien le distinguo entre les deux. Et je vous inviterai à le regarder sur mon blog. Bon, sur le site Loi SES. Alors, pour présenter la sécurité économique et sociale, moi, je vais vous proposer de partager la présentation. Donc, je lance la présentation. Est-ce qu'on se retrouve connecté? Vous la voyez? Oui, je vois vos... Oui, C'est tout bon. Bon, voilà. Donc, alors, la sécurité économique et sociale, vous allez pouvoir la retrouver sur le site loi-ses.org. Alors, ça part d'abord sur une notion d'entreprise. Alors, pour préciser d'abord les choses, alors ça c'est intéressant vis-à-vis de votre question d'économie communaliste. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans le débat et comment vous le situez là-dedans, comment vous l'articulez. C'est quelque chose que je maîtrise relativement peu, j'ai une approche commune, comment on l'articule avec eux. Mais ça, le point important, dans sa version, je dirais, alpha, la sécurité, parce qu'il y a une version bêta, la version alpha, la sécurité économique et sociale ne concerne que l'économie privée et non pas l'économie publique. Pour nous, l'économie privée, c'est une économie qui démarre à l'initiative de citoyennes et de citoyens sur une base volontaire qui n'est pas forcément, excusez-moi, qui n'est pas forcément lucrative. Il ne faut surtout pas la limiter à la lucrativité, alors que l'économie publique, c'est une économie dont l'initiative revient à des collectivités politiques. Donc, du coup, on voit l'entreprise comme étant, avant toute chose, un collectif de travailleuses et de travailleurs, et ce, quelle que soit sa forme juridique. C'est-à-dire, ça peut être l'indépendant ou l'indépendante est en soi une entreprise. C'est bien sûr la forme la plus courante qu'on connaît, la société de capitaux, mais bien entendu, les coopératives et les associations qui, elles, sont véritablement à but non lucratif. Alors, le principe de base de la sécurité économique et sociale, c'est le versement d'une allocation mensuelle à toute entreprise par emploi en équivalent temps plein. Je suis indépendant, j'ai un ou une salariée, je touche 2 allocations, un à titre de moi-même et d'autre part de la salariée. Alors, quel est l'intérêt de cette allocation? Ben, cet intérêt, d'abord, vous créez votre entreprise. Et encore une fois, je précise, ce n'est pas forcément une entreprise à but lucratif. Ça peut être une association, on démarre et on va la démarrer avec une personne qui va être, elle, salariée. Donc, vous créez votre entreprise, vous la démarrez, vous avez déjà droit à un revenu qui correspond à l'allocation que vous allez ensuite compléter. Vous êtes une entreprise, inversement, ben, vous savez que lorsque vous embauchez, ben, une partie du coût salarial est couvert par le montant de cette allocation. Vous recherchez un emploi, ben, on va avoir l'idée qu'à partir du moment où il y a l'allocation, ben, il y aura beaucoup plus d'offres d'emploi et que la personne va être capable de retrouver des emplois beaucoup plus facilement que ça n'était le cas auparavant, ou mieux, nous espérons, et je vais revenir assez souvent là-dessus, rentrer dans le domaine de l'emploi choisi. Plus l'allocation montera, plus on sera là-dedans. Et vous êtes dans un emploi qui ne vous plaît pas aujourd'hui pour des raisons éthiques, des raisons de rémunération, des raisons de conditions de travail. Vous pouvez tout à fait envisager de changer d'emploi assez simplement. Alors évidemment, la question que vous allez tout de suite me poser, c'est comment on va financer ces allocations? D'où elles viennent? Bon, je vais être très clair avec vous, ce n'est pas la peine de la faire financer par l'État. Imaginez que ce soit une allocation de 1 000 € par personne. Multipliez ça par une trentaine de millions, ça fait 12 000 € par an. Multipliez ça par 28 millions d'actifs dans l'économie privée, ben, vous arrivez tout de suite à peu près à 350 milliards d'euros, ce qui est le budget de l'État. Il n'y a qu'une seule solution qui est très simple, c'est que ce soit les entreprises qui financent elles-mêmes ces allocations. C'est ça la solution. Donc, à cet effet, ben, on va créer une caisse interentreprise de sécurité économique et sociale. Donc, le principe est très simple. C'est comme ce sont les entreprises qui financent, c'est chaque entreprise devra un pourcentage de la richesse qu'elle produit. Et en contrepartie, elle reçoit une allocation par emploi en équivalent temps plein. On part de l'idée qu'on est sur un budget équilibré, c'est que les contributions seront égales aux allocations. Ça veut dire qu'on aura des entreprises qui seront bénéficiaires nettes
et inversement d'autres qui seront contributrices nettes. Dit autrement, il y en a qui vont gagner de l'argent avec ce système et d'autres qui en perdront. Donc, si jamais il y a des perdants et des gagnants, ben vous comprenez que c'est obligatoirement un régime obligatoire qui répond à cette question. Donc, une caisse interentreprise de sécurité économique et sociale. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de richesse produite. La richesse produite, quelle est-elle? Ben, tout de suite, quand on pense à richesse produite, en général, on parle de valeur ajoutée et tout particulièrement de valeur ajoutée nette. En fait, on va prendre quelque chose qui est très, très proche, mais qui est basé sur les flux de trésorerie. On insiste énormément là-dessus et vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire qu'on prend les encaissements de factures et de subventions, grosso modo, desquels on va déduire les paiements des entreprises en factures fournisseurs et en impôts. Et c'est ce différentiel de trésorerie qui permet de payer les salaires, les cotisations sociales et autres. Donc, c'est ce différentiel de trésorerie qui, en fait, s'assimile et est très, très proche conceptuellement d'une valeur ajoutée nette. On pourra en revenir en détail si vous le voulez. Quelques chiffres tout de suite pour se donner une idée de comment les choses vont fonctionner. On a calculé sur la base des meilleures statistiques, qui sont celles de 2021, et on les a réévaluées pour 2024, que le flux de trésorerie d'activité mensuelle moyen par travailleur à fin 2023 est de 4 794 €. Si je prends aujourd'hui le montant du SMIC avec les 2,8% de cotisation patronale qu'on a maintenant dans les petites entreprises, vous avez un coût du SMIC qui est 1 816 €. Je reviendrai sur la question des cotisations sociales tout à l'heure. À partir de cet instant, on dit, bon, quel est le montant de l'allocation? Quels sont le montant de contribution? C'est une question qui est ouverte, tout simplement. On la laisse ouverte au débat politique. On pense très très sincèrement qu'il y aura une sécurité économique de gauche et une sécurité économique de droite. C'est-à-dire que la sécurité économique de gauche va pencher pour de très très fortes allocations et donc des contributions qui vont avec, et inversement, une attitude un petit peu plus conservatrice va vouloir les limiter au maximum au nom soit de la performance économique et autres, mais on verra que c'est justement un faux débat là-dessus. Alors, on a donné à titre indicatif cette table qui permettent de dire, ben voilà, pour 25% du coût du SMIC aujourd'hui, si on veut une allocation qui couvre un quart du SMIC, c'est seulement 9% de contribution sur les FTA qui les financeront. Et puis, on va monter dans l'échelle jusqu'à arriver à 100% du SMIC, donc 1 816 €, et auquel cas, ben, c'est à peu près un tiers de ce que l'entreprise produit qui est mise dans le commun pour financer ces allocations. Alors, un point sur lequel on insiste énormément, c'est ce choix des flux de trésorerie comme mesure de la richesse produite. Flux de trésorerie, c'est une contribution sur les encaissements moins les paiements. Donc, en fait, ça revient à une contribution sur les encaissements, mais une aide sur les paiements. Si je prends un exemple, on est à 30% de contribution, ben, l'entreprise, elle sera automatiquement aidée à hauteur de 30% sur tous ses achats, y compris les achats de long terme et donc les investissements. Donc, si une entreprise achète un équipement de 100 000 €, ben, elle recevra une aide immédiate de 30 000 € et il lui restera donc à financer 70 000 €, alors qu'avant, elle devait financer 100 000 €. C'est-à-dire que c'est tout simplement une véritable opération de décapitalisation de l'économie. Je crois que c'est ce mot que je tiens à souligner ce soir, décapitaliser l'économie. Je crois que c'est ce terrain que nous devons prendre. Ça ne vous échappera évidemment pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien de dire que vous voulez entreprendre en commun, vous voulez entreprendre en coopérative, vous voulez entreprendre tout court. Vous avez besoin de moins de capitaux que précédemment. Donc, il y a bien une notion de démocratisation de l'entrepreneuriat. Et de même, lorsque vous allez rentrer dans des activités qui nécessitent de forts investissements, vous allez être aidé par l'ensemble de l'économie. L'idée, c'est bien une idée de partage, c'est-à-dire que lorsque vous embauchez, une partie du salaire est prise en charge par l'ensemble des entreprises. Donc, on décharge l'entreprise qui embauche d'un risque là-dessus. Lorsque vous investissez, c'est la même chose, c'est un risque. J'achète une machine qui va me durer 10 ans. Waouh, j'ai pas beaucoup de visibilité à 10 ans. Ben, c'est un risque qui va être partagé avec l'ensemble
de l'économie dans le cadre d'un principe mutualiste. Il y a une partie qui est prise en charge par l'ensemble des entreprises. Alors, je vais tout de suite passer sur ce que va apporter la sécurité économique et sociale. Ben, vous l'avez compris, tendre vers le plein emploi en multipliant les offres d'emploi. Et demain, nous souhaitons aller vers l'emploi choisi. On dit souvent, ben, aujourd'hui, les entreprises elles choisissent leurs travailleurs. Ce que voulons demain, c'est que ce soit les individus qui choisissent leurs entreprises. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'ère de l'emploi choisi. Le deuxième point, je l'ai souligné au fur et à mesure, c'est démocratiser l'entrepreneuriat, c'est-à-dire permettre à toute personne qui choisissent leurs entreprises. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'ère de l'emploi choisi. Là, je m'entends en double. Le deuxième point, je l'ai souligné au fur et à mesure, c'est Marjorie, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire permettre à toute personne qui choisissent leurs entreprises. C'est-à-dire qu'on... Merci. Donc, démocratiser l'entrepreneuriat, je l'avais souligné. Donc à la fois fournir des revenus immédiats à celles et ceux qui entreprennent et aussi aider ensuite le processus lorsqu'il y aura des embauches, des associés supplémentaires et des investissements. Donc rendre l'entrepreneuriat beaucoup plus accessible à toutes et tous parce que nous pensons que c'est un droit fondamental. Le troisième point que je n'ai pas encore souligné, c'est de revenir sur les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'on a enlevé des cotisations sociales. Le total des exonérations de cotisations sociales représente 88 milliards d'euros. 88 milliards d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le budget de l'éducation, c'est le double de la transition énergétique. Ça coûte, pour reprendre une expression consacrée, un pognon de dingue à l'État. Et si on rétablissait ces cotisations sociales, et c'est possible avec la sécurité économique et sociale, en ayant une allocation qui va suivre le retour de ces cotisations sociales, eh bien, on est capable de redégager 88 milliards d'euros de marge de manœuvre budgétaire pour les dépenses publiques. Donc, c'est autant pour les services publics. Alors, on parlait tout à l'heure, nous étions une proposition pour l'économie privée, mais on voit qu'elle a des incidences pour l'économie publique extrêmement positives. Le quatrième point, c'est une économie beaucoup plus résiliente. Ben, en effet, lorsqu'une entreprise, c'est souvent le point qu'on met en avant, même vis-à-vis d'entreprises qui vont contribuer, on leur dit, oui, ok, vous contribuez, mais regardez ce que vous gagnez en échange. C'est-à-dire que demain, vous allez moins bien, vos flux de trésorerie d'activité vont baisser. Tant que vous ne licenciez pas, et c'est ce qu'on veut, on ne veut pas que vous licenciez, vous gardez vos allocations. Donc, votre contribution va baisser, vous gardez vos allocations et vous avez les moyens de vous retourner. Et ce qu'on espère, c'est bien que demain, ben, je dirais, l'entreprise qui n'allait pas très, très bien soit une entreprise qui demain aide les autres. Un entrepreneur à qui j'ai présenté récemment la sécurité économique et sociale me disait, mais finalement, ce que tu veux, c'est une solidarité entre entreprises. Je disais, oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire que bah, l'entreprise en tant que telle, encore une fois, pour moi, ce n'est pas la société de capitaux, c'est d'abord et avant toute chose un collectif de travailleurs. Après, la gouvernance, c'est un autre débat. Cinquième point, une approche non productiviste de l'emploi. Alors, j'y tiens énormément et c'est quelque chose de très important pour les penseurs d'une économie de décroissance. Pendant des années, on nous a dit, mais la question de l'emploi, c'est une question de croissance. Et quelque part, il y a un petit peu une espèce de bonne logique là-dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une législation sur le salaire minimum, ben, il faut bien, si vous voulez embaucher une nouvelle personne, au moins au salaire minimum, que votre économie génère une richesse égale au moins à ce salaire minimum. Bon. Dans la réalité, on le sait, on a triché sur ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a échangé le chômage contre de la précarité, c'est-à-dire qu'on a fait des exonérations de cotisations sociales qui nous coûtent fort à l'État, qui aujourd'hui nous tue littéralement, il faut le voir. Puis aussi, on a développé l'auto-entrepreneuriat, on a développé du travail précaire, on a créé des emplois sans garantie, on a poussé à l'emploi indépendant. Avec la sécurité économique et sociale, on va raisonner tout à fait autrement. On dit toute personne qui est dans le processus productif doit toucher un revenu décent. Et pour cela, on va ajuster l'allocation en conséquence pour faire des transferts entre entreprises. Et de ce point de vue, on peut envisager une économie en décroissance à partir du moment où nous aurons la sécurité économique et sociale qui sera dedans. C'est-à-dire qu'elle garantira en permanence, sinon le plein emploi, l'emploi choisi.
Alors, bien entendu, comment elle va être gérée? Là, c'est les économistes de la décroissance qui ont à travailler, notamment sur les questions de l'inflation, de la baisse de productivité, etc. C'est une discussion à voir. Mais ce qui est très important, c'est que c'est une approche de l'emploi totalement décorrélée de la croissance. Et enfin, le dernier point qui nous paraît important, c'est la réduction forte des inégalités en agissant sur la formation primaire des revenus. Aujourd'hui, on laisse le marché faire. Donc, ça produit des salaires, ça produit des dividendes, du revenu d'indépendants, etc. Très inégaux. Et après arrive la fiscalité, les redistributions par les cotisations sociales, et on arrive à une distribution secondaire des revenus. La France, si elle n'avait que cette distribution primaire des revenus, hormis le fait que ça serait quasiment infernal, on serait sur un coefficient de Gini qui serait supérieur à celui du Brésil. Je précise, le coefficient de Gini mesure les inégalités. Aujourd'hui, nous sommes une société qui est, par rapport au monde, relativement égalitaire, par rapport à l'Europe qui est dans la moyenne de l'Europe d'inégalités qui sont criantes. Ce que nous critiquons aujourd'hui dans les approches, et notamment celle de Thomas Piketty, c'est toujours celle, je dirais, d'une espèce de match de deuxième mi-temps. On a laissé le marché faire, et puis on va être tenté de reprendre par la fiscalité. Alors, il n'y a rien de plus difficile que de reprendre par la fiscalité. On va me dire, ouais, vous avez gagné de l'argent, puis je vais vous en reprendre la moitié. Ben non, ce qui serait mieux, c'est que dès le départ, on ait une distribution primaire des revenus beaucoup plus égalitaire. Or, c'est ce que produit la sécurité économique et sociale. C'est-à-dire qu'il y a déjà une partie qui est systématiquement donnée au travail, au salaire ou aux revenus indépendants, donc pas du tout aux produits financiers. Et après, c'est sur une autre partie que va se dérouler le marché proprement dit. Et c'est là qu'on va voir, si on est toutes choses égales par ailleurs, mais on n'est jamais toutes choses égales par ailleurs, on en reparlera, logiquement, les dividendes devraient diminuer en fonction de la partie que nous avons mutualisée. Et nous aurions donc une société beaucoup plus égalitaire où tout le monde serait en emploi déjà de base et dans lequel il y a un socle de revenus qui est garanti, les différences se faisant seulement sur la partie non mutualisée de l'économie. Vous avez parlé tout à l'heure en introduction, Jean, tu as parlé de ça, de démarchandisation, d'une économie démarchandisée. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons fait la moitié du chemin dans nos évolutions de société. On a pensé la démarchandisation des secteurs, c'est-à-dire qu'on a enlevé de l'économie marchande certains secteurs. C'est le cas de l'éducation, le cas de moins en moins, hélas, de la santé. Ça, c'est une chose. Nous pensons, nous, qu'il faut maintenant introduire cette démarchandisation dans l'économie privée proprement dite. Et c'est un petit peu ce qu'apporte avec cette sécurité économique et sociale que vous voyez là. On dit une partie des revenus doivent être démarchandisés. Une partie doit être mutualisée pour être répartie de façon strictement égalitaire. Voilà le principe. Donc, nous parlons, nous, de démarchandiser les revenus et c'est une approche qui se complète parfaitement, y compris quand on a parlé tout à l'heure des services publics et des marges de manœuvre budgétaires que nous pouvions apporter. Je vais terminer en disant que la sécurité économique et sociale, qui est une proposition ouverte, c'est tout simplement une invitation à écrire ensemble un nouveau pacte social dans lequel plusieurs paramètres seront présents. Le premier, c'est le salaire minimum. Tout à l'heure, j'ai parlé de remettre les cotisations sociales sur les bas salaires. Quelque part, ça revient à une augmentation du salaire, puisque la cotisation sociale fait partie du salaire. C'est un point de vue que je défends très fortement. Donc, et vous avez un article de blog que j'ai écrit sur loi-ses.org dans lequel je dis le niveau du salaire minimum, ça doit d'abord redevenir un débat social et pas économique. En dessous de quel niveau estimons-nous incorrect de payer une personne qui travaille? C'est ça le vrai débat du salaire minimum. Le problème, c'est qu'il est pollué aujourd'hui par la question économique qui est de dire « Ah mais oui, mais si le salaire minimum est trop haut, alors… » eh bien, ça va générer du chômage. Non, il faut se débarrasser de ça. Et l'allocation de la sécurité économique et sociale est le moyen qui permet de s'en débarrasser. Ensuite, il y a le pourcentage de mutualisation qui est un objet de débat. Alors, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai montré la table de correspondance en fonction de statistiques actuelles. Oui, c'est un objet de débat.
on peut dire, oui, mais si jamais on mutualise beaucoup, on va peut-être pénaliser des entreprises performantes. Et ça, c'est, je dirais, le point de vue le plus, je veux dire, libéral qui va s'exprimer ici. Chose très intéressante de notre point de vue, c'est que, en réalité, plus vous allez monter l'allocation, plus vous allez monter le pourcentage de mutualisation, et plus vous favoriserez l'initiative économique. Et c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que pour une fois, le social rejoint l'économique complètement. C'est-à-dire que plus l'allocation va être grande, plus ça va être facile de créer des emplois, plus ça va être facile d'entreprendre, et plus la contribution sera forte, et plus il sera facile d'investir. Donc, quelque part, effectivement, il y a un équilibre qui devra se trouver par le débat politique. C'est évident que si on commence à aller vers des mutualisations supérieures à 60, 70%, des choses comme ça, la question de la viabilité de ce système sera posée, très probablement. Mais je dirais que déjà, on aurait une société où on mutualiserait ne serait-ce qu'un tiers, et puis rêvons un peu 50%, nous aurions une société qui est largement différente de celle que nous avons actuellement. On a beaucoup de gens qui nous disent, oui, mais alors est-ce que ça ne va pas entretenir des emplois fictifs, etc. Oui, c'est une question qui est raisonnable. Bon, ben, ça reste ouvert au débat politique. Pourquoi ne pas imposer une obligation de réaliser un minimum de FTA au bout d'un certain temps? On a créé notre entreprise, mais au bout d'un certain temps, elle doit avoir fait ses preuves, sinon on arrête de soutenir comme ça ad vitam aeternam. Et enfin, une question qui vous intéresse probablement, je pense, à PEPS, et l'allocation, pourquoi elle ne serait pas inconditionnelle? Alors là, vous voyez, c'est le point de vue totalement opposé à l'objection qu'on a faite avant. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de réaliser un minimum de FTA? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de validation sociale d'une production? Là, on répond autrement, on dit non, 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 ça c'est légitime, tout le monde a droit à un revenu inconditionnel. Est-ce qu'on ne peut pas rendre l'allocation inconditionnelle? Nous disons oui, c'est ouvert au débat, c'est pas contre. Ce qui est intéressant, et là je m'adresse à tous les partisans et partisanes du revenu universel, la question, c'est le chemin pour y aller. Aujourd'hui, vous n'avez pas une majorité en France qui est favorable. Comment on y va? Ben, le grand intérêt de la sécurité économique et sociale, c'est de faire quelque chose qui est relativement proche, qui consiste à dire on met hors marché une partie de la production privée, ce que le revenu universel fait, sauf qu'il le distribue directement aux individus. Nous, on dit c'est les individus en production, tout simplement. Et ça permet d'expérimenter, de voir comment ça se passe, de montrer que les emplois qui vont être créés ne sont pas bidons, et peut-être que demain, la société, avec cet apprentissage, aura confiance en elle-même pour rendre une partie ou tout de cette allocation inconditionnelle pour introduire un revenu universel. Pour nous, il n'y a pas de tabou là-dessus, mais je pense très sincèrement que tout partisan du revenu universel se doit d'être un partisan de la sécurité économique et sociale parce que c'est un chemin plausible vers celui-ci. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je suis content parce que je vois que je suis aux 20 minutes, donc ça va laisser une grande place au débat. Donc, très clairement, pour nous, sécurité économique et sociale, c'est là-dessus que j'ai conclu un nouveau contrat social et un contrat social pour sécuriser les entreprises et les travailleurs. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, les entreprises, ce ne sont pas les sociétés de capitaux, ce sont les collectifs de travailleuses et travailleurs. C'est pour ça qu'il y a un complément entre entreprises et travailleuses et travailleurs. On sécurise bien les deux en même temps. Et la sécurité économique et sociale est, je le pense, l'occasion de développer largement l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on aura marginalisé le capital, on aura permis aux individus d'entreprendre en commun, et à partir du moment où on entreprend en commun, ben, je dirais que avec moins de risques, le capital a beaucoup moins d'importance et il y aura une forte proportion, j'en suis absolument sûr, à choisir des formes de coopération dans l'entreprise plutôt que des formes de concurrence, de financiarisation ou quoi que ce soit. Et donc, c'est très clairement une nouvelle société, si l'allocation est forte, si les contributions sont fortes, qui se dessinera, une société qui se rapprochera énormément de l'économie des communs que j'avais décrit dans mon livre de 2018. Voilà, vous trouverez tout ça en détail sur le site web loi-ses.org. Là, je vais tout de suite arrêter la présentation. Je crois que stop share pour que l'on puisse rentrer dans le débat dès maintenant. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bien. Merci beaucoup Benoît pour cette présentation riche. Alors peut-être les premières questions. Donc il y a Sébastien qui va regarder sur le Facebook, il y a des réactions sur le Zoom, il y a des réactions, et moi sur le Facebook. Donc on a Jean qui démarre. Jean, ta Mhm. question? Oui, oui, bonjour Benoît, hein. Et effectivement, je suis très heureux de te voir ici pour parler sur ce sujet important. Je me pose moi la question, si j'ai bien compris, et c'est ce que tu as dit d'ailleurs, que c'est que ce travail ne porte sur l'économie privée. Et donc, et que finalement, c'est une manière de transformer petit à petit la société pour, pour pouvoir arriver finalement, si je dirais la puissance des salariés est assez suffisante, à transformer la société en changeant le rapport salarial. Parce qu'effectivement, là, ici, le collectif n'est pas, je dirais, c'est pas que une société coopérative ouvrière qui dirige la société selon elle-même, selon ses intérêts. C'est toujours le patronat. Et Mhm. même si les salariés sont évidemment dans une situation beaucoup plus intéressante, ça n'a pas encore bouleversé le monde, quoi. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Euh, la question, évidemment, c'est comment ce chemin pourra se poursuivre, quoi. Mais c'est une question qu'on rencontre dans tous les domaines. Il n'y a pas je dirais, de fatalité. Ça dépend des rapports de force. Mais voilà, enfin, je ne pose pas la question, mais c'est bien ce système-là. Alors, effectivement, en ce qui concerne l'orientation de l'économie, je dirais, elle est, je dirais, l'activité de l'entreprise, elle est plutôt pas l'activité, l'entreprise elle-même est décidée par le chef d'entreprise, si on peut dire. Et contrairement à ce qui est un service public, ce qui pourrait être un service public véritable et donc dont les orientations seraient politiques, enfin définies politiquement en, par tous les ayants droit, et notamment les salariés. On pourrait y avoir toutes sortes de systèmes pour effectivement être je dirais avoir un pouvoir, je dirais, du peuple, et plus cette fois-ci le pouvoir de l'État, comme c'est resté le cas dans l'entreprise publique dès sa création, quoi. Mhm. Là, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Bon, je te remercie en tout cas et je pense qu'on peut continuer ce débat très intéressant. Alors, je ne sais pas, avant d'autres questions, j'aimerais répondre à Jean parce que tu as posé en fait deux questions qui s'articulent et je voudrais suivre, y répondre correctement. Je pense que tu as parfaitement raison de dire que oui, sur l'affichage, fondamentalement, la loi de sécurité économique et sociale ne transforme pas l'économie en tant que telle. Néanmoins, je pense qu'il y a un point qui est essentiel, c'est la question du rapport de force et de la position des individus par rapport à l'entreprise. Euh, Toute la question, à mon sens, est celle-ci. C'est jusqu'où on met l'allocation, jusqu'où on met la contribution. À partir du moment où on la mettra à un niveau élevé, il est évident que les salariés seront en position de force, parce que comme je le disais, c'est eux qui vont choisir leur entreprise. Mm. Donc, ils vont la choisir sur différents critères. Bon, en gros, il y a trois critères hein, pour faire court. C'est l'intérêt du travail, c'est les conditions de travail et c'est la rémunération. Voilà. Donc, plus, je dirais, l'allocation sera forte, plus ils vont être exigeants en termes de rémunération. Donc, la grande question qui sera posée, c'est est-ce que le capital peut retrouver un intérêt à continuer dans ces conditions? C'est une vraie question politique. Ça, c'est la première question. Si la réponse est non,
alors la balle est dans le camp des salariés, je pense, et des travailleurs, je veux dire plutôt. Et dans le camp des travailleurs, cette question qui est posée, c'est est-ce que vous avez envie de reprendre la gestion des entreprises? C'est ça la question qui est posée. Est-ce que vous voulez la transformation de votre boîte en coopérative? C'est ça qui est posé, la coopérative de travail. Vous allez la diriger? Oui, non. Si la réponse est oui, je dirais, on va rentrer dans une phase de très grande transformation de l'économie, dans laquelle je dirais, la société de capitaux va être marginalisée. C'est dans cette perspective que nous nous situons. Ou inversement, et ça existe, on ne peut pas imposer aux gens de diriger leur entreprise. Il y en a beaucoup qui aiment bien la position de salarié, il faut le reconnaître, hein, qui disent il y a une rémunération garantie. Alors évidemment, avec la sécurité économique et sociale, elle est largement plus garantie. Donc, à partir de ce moment-là, oui, il faut reconnaître qu'il faudra sans doute faire des concessions sur les salaires pour que le capital ait toujours un intérêt à diriger. Donc, grosso modo, c'est vous les dirigez et vous avez ce qu'il vous faut, ou vous êtes prêt à laisser le capital continuer à légiférer si vous le voulez. Ben oui, mais ça sera des rémunérations moindres. Là, c'est à la société de se trouver, de se chercher. Et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant en termes d'approche, parce que c'est une approche qui n'est pas directive. C'est une approche dans laquelle c'est directement ce qu'on appelle la classe ouvrière traditionnellement, pour reprendre des vieilles expressions, qui va, ou certains parleront de classe salariée, qui va effectivement se positionner là-dedans pour écrire son histoire. Voilà, c'est ça qui, à mon sens, est important. Alors, ensuite, sur la question de l'orientation de l'économie. Alors, l'orientation de l'économie, tu as parfaitement raison de dire, oui, lorsque j'ai un service public, c'est une orientation politique qui est donnée. Ça, c'est une évidence. Lorsque on est dans une économie privée, oui, c'est soit le chef d'entreprise ou le collectif de travailleurs ou le collectif d'usagers. Donc là, je me mets dans les trois types d'entreprises qui peuvent exister, c'est-à-dire la société de capitaux, la coopérative de travail ou la coopérative d'usagers. Donc, soit les usagers, soit les travailleurs, soit les capitaux qui dirigent l'entreprise. Et ça ne se fait pas forcément sur l'intérêt général, c'est vrai, notamment sur les sociétés de capitaux, un petit peu plus sur les sociétés d'usagers, puisque en général, les usagers savent ce qu'ils veulent. Je pense très sincèrement, Jean, que le grand problème et des coopératives d'usagers et des services publics, c'est que les travailleuses et travailleurs ne sont pas tellement au pouvoir. Ça, c'est un vrai problème qui me gêne énormément. Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui parce que ça nous sortirait, mais c'est quelque chose que j'aborde dans Pour une économie des communs, dans lequel effectivement je dis il y a à un moment donné une cogestion à envisager, travailleurs usagers et usagers peut-être pouvoir public, qui a, à mon sens, pour conséquence de commencer à faire une fusion de l'économie publique et de l'économie privée dans une économie des communs. Voilà un petit peu la perspective que je traçais. Voilà, je vais me taire là-dessus. Je vois que plusieurs personnes, il y a Ouais, alors, Sébastien, tu voulais ouais, parler. c'est Sébastien. Ouais. Ouais, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question, en fait, alors peut-être que je me trompe complètement, mais est-ce que votre proposition, ça serait pas quelque chose d'intermédiaire et de plus progressif que la cotisation généralisée que propose un Frio avec le salaire à vie? Alors, oui, il y a un point commun, ça c'est clair, ça ne t'a pas échappé, Sébastien, donc effectivement, je confirme. Néanmoins, alors effectivement, c'est plus progressif. Néanmoins, il y a quand même un aboutissement qui n'est pas le même. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de part mutualisée. Je vous disais, bon, à 50%, on a déjà notre société qui va largement changer, qui sera infiniment plus vivable, où on fera beaucoup plus de choses en termes de planification que ce que l'on fait actuellement, notamment planification écologique. Et je vous ai parlé tout à l'heure de taux de 80%. Je dis, là, le problème du taux de 80%, c'est que on commence à arriver à un point où le marché est vraiment marginalisé. C'est-à-dire qu'on va avoir des unités de production où finalement, ça n'est que sur 20% que va se jouer les différences. Est-ce qu'elles seront motivées? Bon, Bernard Friot, lui, va très loin. Lui, c'est 100%. Et effectivement, avec Bernard Friot, on sort de l'économie de marché. Alors plus ou moins des mécanismes marchands, je préfère dire ça. Et là, on rentre dans un inconnu qui est terrible.
C'est-à-dire que lui dit, bah, maintenant, les revenus, ils seront donnés par des jurys de qualification. Bon, OK. Les jurys de qualification, ils n'existent pas. Je ne les connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, est-ce que tout le monde a envie de passer sur un système de jury de qualification? Je n'en suis pas convaincu. C'est-à-dire que quand on va expliquer jusqu'au bout aux gens, bah, vous êtes dans des unités de production, vous allez bien bosser, mais votre salaire, il est déterminé ailleurs, et puis vous aurez bien bossé, il faudra aller retourner vers les jurys de qualification pour demander à être revu. Je ne sais pas, voilà, moi j'ai beaucoup d'interrogations là-dessus. Alors c'est pour ça que j'ai un peu vis-à-vis de Bernard Friot la même chose à dire que vis-à-vis des partisans du revenu universel, c'est un petit peu la même chose, c'est de leur dire oui, bon ok, sécurité économique et sociale aujourd'hui, c'est peut-être un pas vers le revenu universel ou même le salaire à la qualification. Moi, si Bernard Friot arrive à convaincre une majorité de personnes que les rémunérations doivent être données par des jurys de qualification et tout, banco, je veux dire, Oui, je suis un démocrate, on ira vers ça et tout le monde ici est démocrate. Donc voilà, mais c'est effectivement, tu as raison Sébastien, un moyen d'y aller. ouais, c'est pour ça que je parlais de progressivité, parce qu'en fait, parce qu'on sent bien que on n'aura pas une enfin, par exemple, Frios qui propose, ça peut marcher sur le papier, mais on n'aura pas une adhésion euh, aussi brutale que j'allais dire, parce que ça, alors que votre proposition, c'est une forme, on va dire, plus progressive. Oui. Enfin, je l'ai ressenti comme ça d'après la présentation. Oui. C'est ça, non, non, mais c'est clairement ça, hein, Sébastien, on est en ligne là-dessus. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, le chat, je ne sais pas. Alors, sur Zoom, il n'y a pas de questions. Après, peut-être sur le Facebook Live, Marjorie, je ne sais pas. Non, non, pas de questions pour le moment. Alors, je reprends. Oui, je vois le balai libéré. Je suis désolé. Je Voilà. vois que c'est Françoise qui nous a Voilà. apporté cette contribution. Si vous pouviez nous en parler un peu plus, avec plaisir. Personnellement, je ne le connais pas. Donc, voilà. Bonsoir. Non, mais je ne vais pas parler de ce film parce que c'était dans le cadre d'un forum social local. Je suis militante d'attaque et on a fait ça dans le cadre d'un forum social local. Non, je ne vais pas m'étendre trop sur le film. Enfin, j'ai pas tout bien compris parce que moi, je suis pas économiste. Voilà, c'est pas mon fonds de commerce. Mais il y a une question que je me pose en t'entendant parler de sécurité sociale c'est par rapport à la question qu'on se pose actuellement qui traverse les luttes agricoles, notamment avec la Confédération paysanne, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. Et je trouve il y a des parallélismes. Bon, ce collectif qui s'est constitué il y a 1 ou 2 ans commence à effectivement réfléchir beaucoup sur ça au niveau théorique. Donc, je voulais voir un petit peu, je voyais un petit peu un parallèle. Je voulais avoir ton avis là-dessus, si tu peux m'en donner un. Oui, bien sûr. Je vais me permettre de Merci. repartager mon écran. Attends, je ferme mon truc. C'est bon, là, il est repartagé? Ça a Attends, l'air. voilà. Et je vais revenir un peu en arrière. Alors, pourquoi je n'arrive pas à... Voilà, ça y est, on y est. Voilà. Je vais revenir à ce slide. Pour moi, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est quelque chose qui vient s'instaurer ici. C'est une démarchandisation. Alors là, je l'ai présenté verticale, hein, verticale, horizontale, on peut discuter, mais au moins dans cet axe. On essaye de faire sortir une partie de l'alimentation du marché de façon à le répartir de façon égalitaire. Et effectivement, tout le monde touche un panier, je crois que c'est 100 euros, 150 euros par personne dans chaque famille de produits alimentaires. Bon. C'est une démarche hein, qui se défend, que vous défendez en général tous très bien. Enfin, il y a plusieurs comités qui existent déjà. Bon, ma remarque là-dessus, c'est de dire que très bien, pour moi, ça n'empêche pas qu'il faut démarchandiser dans les deux sens. Voilà, c'est-à-dire aussi bien sur les revenus que sur l'activité. Encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse se passer des rapports marchands, mais je pense qu'on peut les cantonner de façon à ce que la vie soit viable, de façon à ce qu'on soit dans une économie quand même solidaire, qu'on soit dans une économie sociale. Voilà. Donc voilà la différence que je fais entre SSA et sécurité économique et sociale. Maintenant, ce qu'il faut voir dans la complémentarité, et là il y a une complémentarité qui va jouer, c'est
que qui dit sécurité sociale de l'alimentation dit souvent que ça va être une cotisation sociale supplémentaire. Donc, il va falloir la financer. Donc, ça va se gréver là-dessus. Lorsque vous allez annoncer dans la vie de tous les jours, tiens, on met une cotisation supplémentaire, immédiatement, on va avoir une levée de bouclier qui va nous dire, mais comment vous faites sur les bas salaires déjà que les... Non. Le grand intérêt de la sécurité économique et sociale, c'est qu'on peut placer le niveau je dirais, de mutualisation, de cotisation au niveau où on le souhaite, où la société est prête pour cela, et on est capable de gérer une nouvelle cotisation de cette façon. Voilà où je trouve qu'il y a une complémentarité forte entre sécurité sociale alimentaire, retour des cotisations sociales sur les bas salaires et de nombreuses cotisations, et sécurité économique et sociale. Voilà. J'ai vu que Fabrice Flippo voulait parler. Je ne sais pas si... Oui, salut Benoît. Bonsoir Fabrice. Euh, alors, je sais pas si la caméra va fonctionner, mais bon. Pour l'instant, Euh, c'est gris. ouais, de ce que j'ai compris, moi je trouve que le côté progressif est très bien, le côté concret aussi est très bien, parce que je trouve que des propositions qui sont effectivement assez éloignées de ce que les gens connaissent, bon ben les gens passent et ils ont pas tendance à écouter tellement et ça n'a pas tendance à provoquer d'entraînement en fait. Ça paraît tellement éloigné de ce qu'ils connaissent ou éloigné de ce qu'ils pensent que les autres pensent que en fin de compte, ça n'accroche pas quoi. Donc, bon, il faut sans doute des solutions, enfin des idées qui soient très éloignées de ce qu'on connaît, mais il en faut aussi certaines qui sont susceptibles d'engrener dans ce que les gens seraient susceptibles de soutenir, quoi. Néanmoins, je me disais que, admettons qu'on aille un peu dans cette direction-là. Alors, il y a deux paramètres qui me semblent assez importants. Le premier, c'est évidemment, comme tu l'as dit, le niveau de mutualisation. Et derrière, parce que derrière, ça va engendrer disons, une mobilité dans l'économie, comme tu disais, choisir son emploi, etc., euh, dont je vois pas très bien comment elle va s'organiser, parce que c'est pas un ensemble de micro-décisions individuelles qui peut réorganiser une économie. Tu disais à un moment, il faudrait aussi de la planification, mais dans ce cas-là, la planification, c'est pas chacun va dans l'emploi qu'il a envie. Donc, comment tu tiens l'un et l'autre, en fait? Ça, c'est un point. Et bon, après, plus des considérations financières auxquelles il faudrait que je réfléchisse parce que j'ai du mal à voir en fait les effets, enfin, le mécanisme en fonctionnement, si tu veux. Qu'est-ce que Mhm. ça donnerait comme flux, même si je vois bien le principe. Très bien. Ben, en fait, oui, je vois deux questions qui sont posées. Alors, je vais commencer par la plus simple, qui est la deuxième, qui est celle du comment ça peut fonctionner. Bah, ça fonctionnera. Alors, c'est évidemment pas sur les flux. C'est-à-dire, d'un côté, je paye mes contributions, puis après, je vais recevoir. Ah, ça y est, on te voit. Je vais recevoir les allocations. Ça ne va pas marcher parce que de toute façon, les entreprises ne seront pas capables de payer, sachant que ce sont des flux sur un mois, ça vous le savez. Donc, ça va fonctionner tout simplement par une compensation. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque mois, l'entreprise, sur son portail déclaratif de la sécurité économique et sociale, dit bah, tiens, voilà, j'ai tant de flux de trésorerie, donc je dois tant, et il y a eu tant de personnes en emploi en équivalent temps plein, donc je dois recevoir tant. On fait la différence des deux. L'entreprise est contributrice nette, elle paye cette différence. C'est pour ça que quand les gens nous disent oh ouais, vous vous rendez compte des contributions de 27%, non, ce n'est pas des contributions de 27%, c'est à la marge que ça se passe. Donc c'est à la marge que je vais payer. Et dans ce cas-là, c'est quand même une assurance économique qui n'est pas nulle. Et inversement, j'ai plus d'allocations que de contributions, et c'est les apports des entreprises contributrices nettes qui vont permettre de payer les entreprises bénéficiaires nettes. Voilà un petit peu comment très concrètement ça va fonctionner. Et comme ça opère à la marge, ça sera quelque chose de très souple. Mais du coup, comment tu calcules, enfin, comment tu établis ce que tu reçois et ce que tu verses?
Ben, on a un paramètre qui est donné de façon quasi constante, qui, à notre sens, va déterminé par le débat politique, qui va être le pourcentage de contribution. Donc, si par exemple, je reviens, si tu le veux bien, je reviens sur mes transparents, où j'appuie sur Share, voilà, je reviens là. Ouais, voilà, je reviens sur ce tableau. Imaginons que le Parlement a décidé que c'était 27%. Bon, on sait que 27%, c'est à peu près 75% du SMIC. Bon. La caisse va tout simplement calculer l'allocation au moment, de façon à être toujours équilibrée. Elle va dire, bon, bah, tiens, ce mois-ci, c'est 1368. On est capable de verser 1368. Ah, là, avec ce qu'on a eu, on n'en a pas eu assez, bon, on va se rattraper un peu, ça sera 1350. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça que ça va se positionner. Donc l'entreprise, elle sait, elle dit j'ai tant de FTA, c'est-à-dire j'ai encaissé tant, j'ai décaissé tant, la différence entre les deux, je dois 27%, et j'ai eu 10 personnes dans l'entreprise qui ont participé à cette production ce mois-ci, donc j'ai le droit à 10 fois cette allocation. Deux cas de figure, je suis bénéficiaire net, je suis contributeur net. Est-ce que c'est clair? Pas totalement. Qu'est-ce qui te gêne, Fabrice? Dis-moi. J'ai du mal à voir les raisons de l'encaissement ou décaissement. Parfois, j'ai l'impression que elle donne autant qu'elle touche et que finalement, bah, autant pas le faire. Et bah, à d'autres moments, j'ai l'impression qu'elle touche un peu ce qu'elles veulent ou, enfin, tu vois, où est-ce que, comment on, parce qu'elles touchent pas la même chose, on est d'accord, hein. Ça, c'est Soit, clair. comme tu as dit, parfois c'est bénéficiaire, parfois c'est déficitaire. Mais comment on établit ce critère-là dans une entreprise? Prends un exemple précis pour voir un peu ce que ça peut donner. Des exemples précis, il y en a hein, dans le site web. Hein. On a fait un comparateur. Alors tiens, je vais me mettre dessus et je vais partager. Hein. Alors on a fait un. Alors c'est dans financement. Je vais partager. Tiens, attends, j'ai déjà partagé. Ça sera plus sympa que vous voyez la même chose toutes et tous. Alors, donc je refais share. Donc je vais me mettre sur celui-là cette fois-ci. Donc, normalement, vous l'avez, là, vous le voyez. Donc, je passe, quelle mesure de la richesse produite. Et puis, à un moment donné, on dit, tiens, fonctionnement. On fait envie de savoir ce que cela signifiera pour votre entreprise. Essayez donc notre simulateur. Je charge le simulateur. Simulez vos futures contributions et allocations. Donc, voilà, règlement de facture TTC, combien j'ai. Règlement, on peut s'amuser ensemble, hein. 500 000, voilà, j'ai encaissé 500 000 ce mois-ci, j'ai 50 000 de subventions. Bon, je n'ai pas vraiment d'autres encaissements d'exploitation. Par contre, j'ai payé 300 000 de factures fournisseurs. Ensuite, ben oui, TVA, j'ai payé un petit peu de TVA sur 200 000, donc ça va me donner 40 000 de TVA à la louche. Hein, je fais des choses qui sont... Bon, j'ai quelques intérêts d'emprunt. Je ne suis pas rentré sur les notions financières. Vous le trouverez plus en détail sur le truc. Donc, j'ai un FTA de 340 000 euros. Dans le total des paiements. Donc, j'ai un Oui, flux de trésorerie d'activité, un FTA de 210 000. Maintenant, je rentre le nombre de salariés que j'ai eu pour ça. Donc, voilà. Et là, on vous dit, ben voilà, si le pourcentage de contribution est de 9, vous avez une allocation. Bon, là, évidemment, 10, c'est très irréaliste. Hein. On est plutôt sur 30, on va dire un truc comme ça. Même vous voyez, j'y suis pas. 50. Ben là, vous voyez, ça y est, la sécurité économique et sociale commence à me rapporter. Parce que 50, on fait ça. Donc, j'ai la contribution de l'entreprise. C'est 9% des 210 000 de FTA. J'ai les allocations de l'entreprise. Ben, l'allocation, elle est oui, enfin bon, je la connais pas comme ça, je la connais sur le tableau. Donc, j'ai droit à 22 700 et donc j'aurai un apport de la SES de 38 000. Mais si par contre j'ai baissé le nombre d'emplois,
je suis à 45, peut-être que cette fois-ci, eh ben, oui, je suis encore contributeur, mais je suis à 40, Ouais, mais j'ai du coup, pas, je tu as un perds. chiffre pour calculer cette allocation-là que tu n'as pas sous la main, mais qui est quand même vachement important. Oui, ben, c'est ce que j'ai réalisé, c'est à la fin du Parce que le mois. 9, En le tant neuf pour qu'entreprise, je le cent, sais. c'est simple, entre guillemets, c'est 9, et puis voilà. Bon, par contre, c'est ce que tu touches, où il y a un autre critère et qui est pas explicité, quoi. Ben, ce que je touche, si, il y a le 9%, c'est le tableau que j'ai montré tout à l'heure, Oui, entre 9% et l'allocation. C'est une allocation de 454 euros, je crois. Voilà. Il y a tout est équilibré, hein. Tu as une relation entre le pourcentage de contribution et le montant de l'allocation. Et là, je ouais. vous le montre. Alors, vous Mm. avez un exemple, là, un scénario de lancement d'entreprise. Alors là, on a fait un petit scénario, hein. On dit, bah, tiens, il commence par acheter une machine de production, il n'a pas de salarié. Bon, ben voilà, il a dépensé 500 000. Total des paiements, 500 000. Flux de trésorerie d'activité négatif de 500 000. Donc, sur le choix politique 1 d'une contribution de 9%, il va toucher 45 000. Sur le choix politique 2 d'une contribution de 18% et d'une allocation emploi de 908, il va toucher 90 000. Sur le choix numéro 3, 27% avec 1362 euros d'allocation, il va toucher 235. Et puis ensuite, etc. Et le second mois, bah, il se passe des choses. Bah, tiens, il va commencer à embaucher. Et puis, il va y avoir des factures fournisseurs. Vous voyez, un petit scénario qui se fait, qui vous montre comment ça va. Puis à la fin, bah, on a fait exprès qu'il soit déficitaire, enfin, vis-à-vis de la sécurité économique et sociale. C'est-à-dire que l'entreprise a été aidée dans sa phase de démarrage et maintenant elle renvoie à la société, à l'économie, ce qu'elle a réalisé. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Bon, faut que je regarde dans le détail. Voilà. Oui, bon, je vais revenir. Mais enfin, vous avez ce simulateur, hein, sur le site web qui, à mon avis, est intéressant pour voir. Alors, ensuite, sur le niveau de mutualisation, la planification. Alors, pour moi, la planification, lorsque j'ai parlé de planification, elle n'est pas planification directive. Ça, pour moi, ça n'est pas possible. La planification totale, intégrale de l'économie, ça reviendrait à une économie dans laquelle on aurait démarchandisé la totalité des secteurs et on aurait aboli la relation marchande. Bon, ça, c'est quelque chose dans lequel Bah, je ne mais, m'inscris pas. puis même pas, parce que en fait, ce qui s'est passé dans les économies, enfin les pays à économie planifiée, c'est qu'ils se sont aperçus que c'était pas le marché qui posait problème, c'était plus la séparation des activités. Bien Donc, il sûr. faudrait que tout soit relié avec tout et qu'on sache tout, tout le temps, à Mais tout moment, ce absolument. qui Oui, est oui, oui. évidemment totalement impossible. Hmm. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose. Pour moi, ce que j'entends planification, c'est quand même une pensée politique vis-à-vis de la production. Donc, alors, sur les services publics, c'est simple. Sur la question Parce que la question, de c'était si l'économie les gens privée, choisissent un peu leur emploi et tout, comment fait-on pour, disons, harmoniser? Parce que ce qui va se oh, mais passer s'il n'y a pas de attends. coordination, c'est qu'il y aura des déficits, enfin des décalages, on va dire, offre-demande, ce qui va provoquer des difficultés. Non, non, Fabrice, parce qu'en fait, il y a une partie de l'économie qui n'est pas mutualisée. C'est là qu'il y a un équilibre qui se fait. C'est-à-dire que, effectivement, lorsqu'une entreprise embauche, une partie du coût salarial est pris en charge par l'ensemble des entreprises, il n'empêche qu'elles continuent à assumer un risque. Et c'est la même chose dans les investissements. On a simplement mis hors marché une partie de la production privée. C'est tout. Et ce qui est intéressant du point de vue de la transition écologique et qui nous intéresse vers une société, je dirais, plus sociale, c'est qu'à partir du moment où on met des associations dans le périmètre des entreprises, le grand intérêt de la sécurité économique et sociale, c'est justement de commencer à faire financer par l'économie marchande des emplois non marchands dans le secteur associatif de façon à ce que et ça n'empêche pas que ça n'est qu'une partie des emplois du secteur associatif qui sont financés, qu'ils devront trouver le financement de l'autre par une validation politique. Mais l'intérêt, c'est qu'on réduit largement le besoin de subvention des organismes associatifs. C'est ça qui est important. Donc, quand on parle d'organisation de l'économie et autres, on dégage par la mutualisation, on permet de financer du non-marchand d'une part, et d'autre part, lorsqu'on doit faire de l'orientation politique, c'est de l'orientation politique qui se fait moins cher, puisqu'il y a moins de subventions publiques à apporter.
Ok, merci. Voilà. Et même chose d'ailleurs hein, sur l'économie privée plus lucrative ou coopérative, hein, si je puis dire. De toute façon, on fonctionne toujours par le duo. Quel est l'inverse de l'impôt? C'est la subvention. Donc l'intervention politique est toujours possible, soit en subventionnant certains secteurs ou en inversant les taxant de façon significative. Hein. C'est quelque chose de relativement classique. Le grand intérêt de la sécurité économique et sociale, c'est la base qui est créée, qui est mutualisée, dans lequel on met à contribution l'économie marchande et on laisse beaucoup plus de leviers politiques, à la fois bon, pour les services publics, parce qu'on a récupéré des marges de manœuvre budgétaires, et aussi parce que l'intervention politique sur ces entreprises marchandes et non marchandes est beaucoup plus accessible. Ok, merci. Voilà. Alors, Patrick, il faudrait enlever le micro. Pardon. Oui, alors, bon, moi, je suis pas vraiment porté sur l'économie, je suis plutôt porté sur la politique. Et ma question, elle sera plutôt là, parce que d'abord, j'ai pas complètement tout compris. C'est ça. Mais la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que ça doit passer par une loi? Et est-ce que si ça passe par une loi, il y a une phase qui peut être celle d'une sorte d'expérimentation, soit sur le secteur, par exemple, du non-marchand, soit sur le secteur, soit une expérimentation par région ou département, etc., de façon à ce que les gens voient les conséquences concrètes de ce système et qu'ils puissent éventuellement, si ça marche, s'élargir. Parce que le problème que j'ai avec aussi bien Frio qu'avec ce système, c'est que c'est comment on impose ça finalement du haut, alors qu'il n'y a pas nécessairement consensus dans la société sur tel ou tel système, quoi. Voilà. Alors, il y a deux questions là-dedans, à mon avis. Alors, la première, c'est la question de l'expérimentation, puis après, comment on passe à la loi. Alors, la question de l'expérimentation, elle m'est souvent posée, et elle m'est posée par des gens très différents. Alors, il y a par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais des structures de l'économie sociale et solidaire qui aimeraient bien expérimenter ça. Donc, elles sont en train de réfléchir à ça. Alors, il faut voir que sur une base volontaire, il y a toute une série de questions qui est posée. C'est-à-dire que ben, déjà, on ne bénéficie pas des FTA nationaux qui sont quand même assez élevés. Quand on fait que de l'économie sociale et solidaire des petites structures, ça va être quand même un FTA très bas. Donc, ben, on ne mutualise pas forcément beaucoup de choses, il faut le savoir. Donc, ça sera moins ambitieux, mais ça les intéresse de voir. Donc, ils sont en train d'y réfléchir. Et il y a le problème de l'entreprise qui va être contributrice et l'entreprise qui va être bénéficiaire. L'entreprise qui est bénéficiaire, elle est contente. Puis, le jour où elle est contributrice, est-ce qu'elle n'aura pas envie de s'en aller du système? Ah, donc, on discute effectivement de ce genre de choses, de dire, bah oui, si une entreprise a bénéficié du système, elle ne pourra pas le quitter comme ça en disant, bah tiens, maintenant, je suis contributeur, merci les copains, je m'en vais. Non, il y a des règles installées qui sont claires. J'ai inversement une personne qui est plutôt de sensibilité libérale qui me dit, mais j'aime pas ton système. Bon, ok, j'aime pas ton système parce que c'est un système qui est justement multisecteur et je ne veux pas que les entreprises performantes payent pour les entreprises qui ne le sont pas. Bon. Donc, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas que les financiers payent pour les agriculteurs, les petits agriculteurs, par exemple. Je traduis, hein, parce que je crois qu'il faut mettre des réalités sur certains mots. Bon, il a le droit, je veux dire, hein, c'est pas de penser ça. Je pense différemment. Je pense qu'au contraire, un des points forts de la sécurité économique et sociale, c'est d'être justement multisecteur. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était le côté sécurité. Et il me disait, si on met des entreprises qui sont dans la même branche ou qui ont le même profil de valeur ajoutée ensemble, ça peut les intéresser. Tu devrais aller voir les chambres de commerce pour leur en parler. Vous voyez, donc voilà si vous voulez, donc les expérimentations, souvent c'est quelque chose qui vient.
Alors ensuite, comment on impose ça? Ben, c'est une loi. Alors c'est une loi, c'est un long processus. Très honnêtement, on a créé l'association il y a 3 mois. On se donne comme objectif que cette sécurité économique et sociale soit dans le débat politique à l'horizon de 4 ans, c'est-à-dire grosso modo aux prochaines échéances électorales. Nous, notre propos, il est de dire, de toute façon, c'est une proposition ouverte. Et là, ça va rejoindre l'expérimentation. Ce qui nous importe, c'est de mettre le petit virus là-dedans. Nous pensons que personne ne peut être contre la sécurité économique et sociale, dans son principe. Je peux dire, je ne veux pas partager. C'était la question de la personne que j'ai rencontrée. Elle m'a dit, moi, je suis pour zéro. Bon, ok, t'es pour zéro. Tu as le droit. Mais on ne peut pas interdire ce débat du partage de la valeur ajoutée ou des flux de trésorerie d'activité, de la valeur, entre entreprises ad vitam aeternam. Ça, c'est de l'ordolibéralisme où on va mettre des règles claires, on va cadenasser. Non, il doit y avoir ce débat. Et je pense qu'il y aura des positions qui seront différentes. Comme je vous l'ai dit, je suis sûr qu'il y aura une sécurité économique et sociale de gauche, une sécurité économique et sociale de droite. Mais je reste persuadé que dans la mise en œuvre, alors ça sera surtout un débat politique, un débat parlementaire au final qui va le trancher, ou un débat dans une économie des communs, une économie communaliste, etc. Ça peu importe. Après, il faut le retranscrire dans les institutions du moment. Mais comment je dirais, c'est un débat politique sur lequel on arrive à un moment donné à un consensus, même si les points de vue sont diversifiés. On a bien, nous, aujourd'hui, sur la sécurité sociale, un consensus qui s'est opéré au fil des... Bon, on n'est pas d'accord, nous, avec les exonérations de cotisations sociales sur les bas salaires et d'autres exonérations sur les primes, etc., etc. Ça, c'est le point de vue que personnellement je défends. Peut-être que d'autres ne seront pas d'accord avec ça. Et aujourd'hui, il se trouve que le débat politique nous a amené à une sécurité sociale qui est telle qu'elle est, qui ne nous satisfait pas. Mais j'aime mieux cette sécurité sociale que pas de sécurité sociale du tout. Voilà, c'est un petit peu le truc. Donc, je pense très sincèrement que la sécurité économique et sociale, personne ne peut être contre. Et je pense qu'à terme, ça rentrera dans la loi parce que ça répond à beaucoup de questions. C'est-à-dire que les gens qui braillent sur le déficit budgétaire, j'ai vu Sébastien, hein, toi tout de suite, les gens qui braillent sur le déficit budgétaire, machin, ouais, regardez combien on donne en cadeau aux entreprises depuis des années. Aujourd'hui, introduire la sécurité économique et sociale, c'est peut-être retrouver 100 milliards d'euros par an. C'est quand même énorme. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont y être sensibles, il ne faut pas se tromper de politique. Hein. Aujourd'hui, comment Macron croit qu'il va trouver ces 12 milliards d'euros? Moi, j'aimerais mieux pas trop qu'il les trouve parce qu'en général, je sais où il va taper. Il va taper sur les services publics, les machins et bidules. Moi, je préfère qu'on commence à aborder la question du plein emploi, de l'activité grâce à ce genre de mécanisme et puis que on retrouve des marges de manœuvre budgétaires qui vont servir pour les services publics. C'est ça un petit peu que j'entends. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a toute une série de gens qui vont être intéressés par la sécurité économique et sociale. Et je pense qu'on ne pourra pas en faire l'économie aujourd'hui dans la situation actuelle avec les questions de transition écologique. Regardez les agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont posé une question de revenus décents. On ne leur a pas répondu là-dessus, hein, si on regarde bien. On leur a dit, bah, c'est facile, on va vous faciliter la vie. Hop, c'est la transition écologique qui va en faire les frais. Ah, génial. Non, aujourd'hui, la véritable question, c'est de dire la transition écologique, on la tient, on la renforce parce qu'elle n'est peut-être pas suffisante, mais on ne peut pas faire ça à des gens qui ont des difficultés de revenus si on ne garantit pas des revenus au préalable. La transition écologique ne peut être sociale qu'elle ne sera sociale pour être écologique. Sinon, elle ne fonctionnera pas. Mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre puisque je crois que c'est au cœur de votre réflexion. Voilà, Sébastien. Ouais, donc, en ce qui me concerne, je comprends bien le comment, le pourquoi et le besoin qui s'exprime. Par contre, le qui, j'ai de gros doutes, hein, avec qui. Parce que qui installe les règles, qui définit les taux, si c'est l'Assemblée actuelle, bah, ça ne verra jamais le jour. Parce que, en fait, c'est une Assemblée de droite, capitaliste. Elle ne voudra jamais augmenter la solidarité entre les entreprises et entre les gens. Donc, j'ai du mal à voir comment, avec une Assemblée telle qu'on l'a aujourd'hui, on pourrait mettre en place, parce que pour moi, le qui est important. Et aujourd'hui, je vois mal comment une assemblée telle qu'elle est aujourd'hui pourrait mettre en place un système qui augmente les solidarités. Voilà. Donc après, Alors, c'est ça, ça, c'est cette un avis, question. c'est pas une question vraiment, mais je pense que ça devient un problème en fait, parce que euh,
si on ne peut pas faire confiance aux gens qui nous gouvernent aujourd'hui et tels qu'ils nous gouvernent, qui paupérisent toute la population, ils servent le capital, je ne vois pas comment ils vont ils vont se tirer des balles dans le pied pour moins servir le capital alors qu'ils sont le capital. Alors, je te suis complètement, Sébastien. Je pense, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, je vois plus la gauche s'approprier la sécurité économique et sociale que la droite. Il n'empêche pas moins que aujourd'hui, il y a des échéances telles que des questions vont se poser. Ça serait ne serait-ce que l'équilibre budgétaire. Ils ne peuvent pas en permanence casser, casser, casser. Donc, et ensuite, cette loi qu'on apporte, elle n'est pas fondamentalement antilibérale. C'est un petit peu ça que je voulais dire. Le grand intérêt de cette loi, quelque part, c'est qu'elle divise le patronat. C'est-à-dire que pendant des années, on a divisé le salariat. Des années, on a opposé ceux qui avaient un emploi stable, ceux qui n'en avaient pas, les immigrés aux Français. C'est un petit peu ce qui se fait de plus en plus. Là, on est en train de renverser les choses, où on rencontre des petits patrons qui ne sont pas contre la sécurité économique et sociale. Moi, j'en discute avec régulièrement. Alors, quand je dis les petits patrons, ben, c'est les agriculteurs. J'étais juste avant de vous avoir, 1 heure avant, j'étais en discussion avec un agriculteur de la région. Et on en parlait, il m'a dit, ah ben tiens, j'ai lu ton truc, oui, ça m'intéresse, c'est vraiment un truc pour avancer, etc. Et il me posait les mêmes questions, il me disait, mais oui, mais ça ne va pas être accepté par les gros agriculteurs qui vont y perdre, tu ne les connais pas, ceux-là, les céréaliers, etc. J'ai dit, oui, si, je les connais, je vois à peu près ce que c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est en train de diviser ce monde-là avec cette truc. Et donc, de ce point de vue, je ne sais pas comment la politique va évoluer, j'en sais rien, je ne suis pas politiste. Je suis, alors vous me dites que je suis économiste, en fait j'ai été praticien de l'économie et aujourd'hui je théorise pas mal dessus, ça c'est vrai. Mais mon propos il est de dire je ne vais pas faire de politique fiction, l'important c'est d'amener l'idée de sécurité économique et sociale, se l'approprier, commencer à la faire infuser dans tous les milieux socio-économiques et il y en a entre les chômeuses-chômeurs, les précaires, les salariés qui ont dans des PME ils sont toujours scotchés au SMIC, ils n'en sortent pas, et c'est un des thèmes qui revient régulièrement. Les politiques qui ont de plus en plus de mal avec le déficit budgétaire et qui ne peuvent plus faire n'importe quoi aujourd'hui sont pris à la gorge. Je pense que quelque part, ça va peut-être bouger les lignes. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je veux dire, je ne sais pas faire. Moi, je me situe en dehors du jeu politique, si vous voulez, hein, aujourd'hui. Pas Ouais. apolitique, surtout pas apolitique. Je pense que je fais de la politique aujourd'hui. Ouais. Mais Juste pour répondre du tac au tac, oui, sur l'aspect subversif de diviser le patronat, c'est un point positif d'amener cette question-là. Mmh, mmh. Ah oui, oui. C'est ça que moi je trouve qu'on est en train de mettre la division dans l'autre camp. Pendant des années, on a divisé les salariés entre les salariés du public, les salariés du privé, ceux du public qui ne foutent rien, les immigrés qui profitent des aides, les... Non, allez, on balaye tout ça, on commence à reposer de l'autre côté. Bon, vous voulez une société solidaire? Qui veut une société solidaire de l'autre côté là? Et là, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens qui le veulent. Tout le monde le veut du côté salarial, côté parce que vous savez, moi je prends un exemple. Alors je prends c'est un exemple caricatural, hein, mais quelqu'un dans ma famille est carrossier. Il était plus ou moins. C'est une discussion que j'ai eue il y a à peu près 10 ans, mais elle m'amusait cette discussion. Et il me disait, ah, moi je suis carrossier, ouais, j'ai le SMIC. Bon, ok, je sais que je serai toujours au SMIC, bon voilà. Et puis il me dit, mais tu sais, moi mon patron, je ne sais pas qui est le patron de l'autre. Il me dit, parce que lui, bah, il se paye avec ce qui reste dans la caisse. Et je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait beaucoup plus que moi. Voilà. C'est une remarque qui est tout à fait juste. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Oui. Alors pourquoi ils ne se mettent pas en scope, etc. Bon, il y a plein de choses. Ouais. Mais encore une fois, ce que ce témoignage me dit, il dit une chose, il dit que les rapports marchands, le marché, fait une distribution de la valeur ajoutée qui est fortement inégalitaire et que ben, c'est à ce niveau-là qu'on doit travailler si on veut avoir demain une société sociale et solidaire. C'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Parce que quelque part, il y a une exploitation qui se fait par les rapports marchands. Je pense que ces deux individus, le patron et son salarié, sont exploités. Votre Marjorie?
Ouais, alors je sais pas, peut-être que tu en as parlé dans ton introduction et que j'ai pas forcément entendu, mais euh, qu'est-ce que tu penses aussi du choix des activités en fait des entreprises dans le cadre de l'intérêt collectif? C'est-à-dire que bon bah voilà, les entreprises, enfin et les entrepreneurs, ils sont contents de pouvoir proposer l'activité qui les anime et ils ont le droit. Mais si on envisage une société justement solidaire et équitable, est-ce que dans ton système, on envisage aussi de choisir tel type d'activité plutôt qu'une autre, par exemple une activité qui serait plus polluante ou qui serait moins nécessaire ou... Comment t'envisagerais ça, toi? La sécurité économique et sociale, c'est tout sauf la fin du politique. C'est au contraire la politique au poste de commande. Donc, quand on parle aujourd'hui d'économie de marché, souvent je dis ça, l'économie de marché, qu'est-ce que c'est? Ben, l'économie de marché, c'est le droit pour chacun de produire ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut des espèces monétaires qu'il a gagnées, d'épargner ou de consommer, comme il veut. Bon, ça c'est l'économie de marché. Dans la réalité, cette économie de marché n'existe pas parce qu'elle serait invivable, tout simplement. Hmm. Et puis voilà, tiens, je vais me lancer fabricant d'armes, et puis tiens, je vais te vendre ma Kalachnikov, et puis non, ben, ça va, oui. Donc il y a des règles qui se sont mises, des interdictions, etc. Et puis, à côté des règles, il y a aussi des incitations qui sont très fortes. Bah, typiquement, c'est le vote Hidalgo sur les SUV à Paris, c'est typique de ça. C'est de dire, ouais, ok, vous avez le droit de consommer des SUV, mais on va vous faire chier. Bon, voilà comment ça fonctionne. Le grand intérêt de la sécurité économique et sociale, en tant que telle, elle ne se prononce pas là-dessus. Mais le grand intérêt, c'est qu'elle commence à mutualiser une partie. Donc, on n'est plus dans le règne du totalement marchand, c'est ce que j'expliquais sur l'activité non lucrative, avec l'activité associative. Et dans une certaine façon, on peut y mettre aussi les travaux extraordinaires que font les sociétés coopératives d'intérêt collectif, où là, il y a bien un intérêt collectif qui se manifeste, et même dans des coopératives d'usagers. Il y a cette notion au départ. Hein. Je n'ai jamais vu une coopérative faire de l'armement. Hein. Ça n'existe pas. Je ne l'ai pas vu, ça. Donc, cet intérêt, je dirais, j'aime pas tellement le terme d'intérêt général, mais je dirais parce que c'est trop le truc qui se... Non, mais la politique au poste de commande de l'économie, elle est d'autant plus forte avec la sécurité économique et sociale que maintenant. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure des agriculteurs. Les agriculteurs, il y a un problème de revenus qui est clair. Chose qu'a fait le gouvernement, allez, je te fais une pause sur la transition écologique. Waouh! Ok, c'est l'environnement qui en fait les frais. On va mettre des produits phytosanitaires dans les champs et on continue le gros délire. Et on appauvrit les sols et puis ça. Et non, il fallait pas revenir là-dessus. Par contre, ils avaient une question sur les revenus, les agriculteurs. Je pense qu'avec la sécurité économique et sociale, on avait de quoi leur répondre. C'est ce que la personne que j'ai eue au téléphone là, il y a 1 heure, c'est typiquement ce qu'il me dit. Il me dit, oui, j'ai lu ton projet, oui, c'est clair. Ben maintenant, moi, mon revenu, il changerait, oui, il faudrait... Alors, il en rêvait, il me disait, mais comment on peut faire pour le faire avancer, cette idée et tout? Parce qu'il me dit, mais bien sûr, mon activité, alors, c'est un petit paysan, il n'est pas syndiqué conf, hein, mais il me dit, je suis un peu entre la conf et la FNSEA. Il me dit, j'ai des amis des deux côtés, enfin voilà. Mais il fait du travail de grande qualité, quoi. Mais voilà, voilà comment l'intérêt, je dirais, comment la politique s'invitera Mhm. dans cette, parce qu'on va diminuer le phénomène de subventionnement, forcément. C'est-à-dire, on fera plus avec moins de moyens. Voilà. Si, Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Marjorie. si, c'est clair. Ça va, merci. Super, Mm. ça va. Oui, Je là, vois je que Jean, tu lèves le pose doigt. une autre question. Est-ce que ce système a des incidences sur les salaires et sur éventuellement le rapprochement entre les salaires et entre activités? Alors, Jean, effectivement, c'est une question que tu avais déjà abordée et j'ai peur de ne pas avoir répondu à cette question. Donc, tu fais bien de l'avoir reposée. En fait, ce que j'expliquais, je disais, nos motivations au travail, elles sont de 3 ordres. Et on est tous différents. C'est l'intérêt du travail. C'est pas dans l'ordre, hein. C'est l'intérêt du travail, les conditions de travail, la rémunération.
à deux paramètres égaux, c'est la rémunération qui prend le dessus. Inversement, des deux côtés. Mais on est tous différents, donc il y en a qui mettront l'accent plus. Mais en tout cas, l'aspect rémunération, il est là. Donc à partir du moment où j'ai un choix plus grand d'offres d'emploi à ma disposition, je suis en capacité de choisir mon entreprise. Et la question de l'exigence de salaire va se poser d'une façon relativement forte, en même temps que va se poser la question de l'intérêt du travail. C'est-à-dire que typiquement, beaucoup de gens n'aiment pas travailler dans des industries polluantes, ils ne sont pas fiers de leur travail, et inversement, d'autres sont fiers. Je me souviens toujours, vous savez, des Fralib qui sont devenus les Scopti. Ils nous disaient, vous savez, quand on mettait des intrants chimiques dans nos, ça s'appelait des arômes de synthèse, dans nos infusions, on avait un peu honte avec les gros bidons, les machins. Maintenant, on sait qu'on fait que du produit naturel et on est content le matin quand on se lève au boulot. On sait qu'on fait un produit sur lequel on est confiant et on rend service à la société et on est content de ce qu'on fait. Je crois que ça, c'est très important d'être fier du travail que l'on fait, de la qualité qu'on fait. Donc, je pense que c'est tous ces aspects-là qui vont jouer et ça va jouer d'une façon générale en faveur des salaires. Et en même temps de la double exigence de conditions de travail correctes et d'intérêt du travail. Donc voilà, je pense que c'est ces trois choses que je mets en même temps. Donc une exigence beaucoup plus forte des individus par rapport aux entreprises, dont la question des rémunérations sera présente au même titre que les deux autres. Et donc il y aura un meilleur rapport de force entre les individus, le monde du travail, comme on dit, sur les salaires que maintenant. Tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous avais dit dans la présentation, je vous avais dit sur le partage primaire des revenus, on va avoir une société beaucoup plus équitable. Et je vous avais dit, toutes choses égales par ailleurs, les dividendes vont être réduits au pourcentage de mutualisation. Sauf que dans l'économie, on n'est jamais toutes choses égales par ailleurs, parce que la sécurité économique et sociale va rendre les emplois nombreux et donc les individus moins disponibles. Donc ça va jouer en faveur des salaires. Donc je pense qu'en même temps qu'il y a ce cantonnement de l'économie à une part, en même temps il va y avoir une redistribution qui va s'opérer dans la part marché de l'économie en faveur des salaires. Et là se pose la question effectivement de la viabilité des sociétés de capitaux, jusqu'où on va. Est-ce qu'on n'a pas envie demain de les transformer en coopératives? Peut-être qu'à un moment donné, le capital le fera, ce mouvement, en disant, bon, très bien, je lâche. Se porteront sur des titres coopératifs. Enfin là, ça nous demandera une nouvelle séance où on parlerait de coopératives, de finance. Ça serait finance et coopérative qui sera un sujet très, très intéressant à faire. Voilà. Sébastien. Alors, j'ai deux questions en fait. Une par rapport à la croissance. Quel impact ça pourrait avoir sur le taux de croissance, en espérant qu'il serait vers une baisse de la croissance. Deuxièmement, bon, tu l'as abordé un peu tout à l'heure, mais bon, je n'ai pas bien compris par rapport à la croissance. Et puis deuxièmement, donc plus d'emplois, moins de disponibilité. Donc en fait, déjà aujourd'hui, il y a une dépolitisation globale de la société parce que les gens n'ont plus le temps de participer à la vie publique locale, etc. Donc s'il y a encore moins de gens qui sont capables d'avoir du temps disponible à consacrer à la vie, non, mais à la vie politique, vraiment au sens ancien et noble du terme de la communauté, c'est la fin de la politique finalement. Alors, je vais répondre à cette question. Il y a deux questions, là, encore une fois. Ouais. Vous faites tous deux questions, c'est marrant ça. Alors, sur la question de la croissance, oui, je reviens là-dessus. Pendant des années, on nous a dit, vous voulez des emplois, il faut la croissance. Et je dis ça, ils avaient raison. Ils avaient raison, pour une raison toute simple. Il y a une législation sur le salaire minimum, donc, si vous voulez un travailleur ou une travailleuse en plus dans votre économie, il faut bien que votre économie ait produit l'équivalent d'un SMIC en richesse pour payer cette personne en plus. D'accord? Donc, on est bien dans cette logique. Alors évidemment, ils ont contourné avec les baisses de cotisation, eh oui. Ils ont contourné en favorisant l'entrepreneuriat précaire, les dividendes. Bon, voilà, ok, on a toute cette histoire. Donc,
À partir de là, nous, on raisonne autrement. Nous, on raisonne en disant, c'est pas la croissance qui est le prérequis, c'est que tout le monde ait la possibilité d'avoir un emploi, qui est le prérequis. C'est ça. Et si possible, le choix de son emploi. Voilà, ça c'est le prérequis. Et à partir de ce moment-là, l'économie s'adapte. Alors, c'est évident qu'une personne en plus, c'est de la croissance. Maintenant, encore une fois, la sécurité économique et sociale, ça n'est pas la fin du politique, mais c'est peut-être au contraire le début du politique. C'est-à-dire que le débat croissance-décroissance, ben, il peut prendre sa disponibilité aujourd'hui, son champ. À partir du moment où on dit on a une formule qui garantit que personne ne sera exclu dans cette société et on peut envisager une décroissance ensemble, très bien, c'est un débat qui devient possible. Donc c'est ça, mais c'est le politique qui prend le relais là-dessus. Comment on gère cette décroissance? Alors, on gère cette décroissance en disant il y a des activités polluantes dont on ne veut plus, qu'on ne fera plus. Il y a peut-être, on va peut-être baisser notre productivité, peut-être dans le secteur agricole pour une productivité, pour quelque chose qui sera durable. Inversement, on va pas épuiser nos sols sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Toute une série de leviers, je rentre pas sur, il y en a d'autres qui ont écrit là-dessus beaucoup mieux que moi, style Cédric Caudron ou encore Timothée Paric, qui ont décrit sur ce qu'était une économie de la décroissance. Mon propos n'est surtout pas de dire ça. Mon propos, il est de dire que la sécurité économique et sociale permet d'avoir un PIB en décroissance. Alors, ce n'est pas une récession, je le sais, je connais le langage de la décroissance, c'est une décroissance choisie, résolue, etc., avec des paramètres à discuter. Je pense qu'il faudra gérer une certaine inflation dans un cadre de décroissance si nous ne voulons pas que demain les rentiers dirigent le pays. Ça, c'est une évidence. Il faudra faire... Bon, voilà. On rentre dans la notion de l'économie de la décroissance. Mon propos, la sécurité économique et sociale le permet. C'est ça qui est important. Alors ensuite, sur les gens qui sont disponibles pour l'activité politique et autres. Bon, moi, je crois que là, encore une fois, c'est un débat à avoir. Personnellement, je suis toujours un petit peu choqué de voir la notion de classe politique. C'est une notion qui me choque énormément, de gens qui ne vont faire que ça dans leur vie, qui seront des professionnels de la politique. Et moi, c'est de la délégation que je n'aime pas beaucoup. Je pense que les gens aient toutes et tous une activité, et même, je l'espère, plusieurs activités dans leur vie. Moi, je me suis énormément... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle où j'ai souvent changé. Et je suis très content là-dessus parce que je trouve qu'au bout d'un temps, il y a une routine qui est terrible. Donc, on a une activité et qu'on soit capable de faire du politique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est quand même pas mal pris par notre travail. On peut envisager d'articuler la baisse du temps de travail, la réduction du temps de travail dans le cadre d'une société peut-être décroissante ou pas, et vous l'articulez avec la sécurité économique et sociale, parce que tout simplement, lorsque vous allez faire une réduction du temps de travail, dans la réalité, ça sera toujours une réduction du temps de travail à salaire mensuel constant. Je vous vois mal défendre une réduction du temps de travail avec une baisse des salaires, ça je ne le sens pas. Enfin, tout au moins, vous n'allez pas être très populaire. Hein. Donc, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que vous allez faire une augmentation du SMIC horaire. Donc, comment on accompagne ça? La sécurité économique et sociale est capable de positionner le SMIC. Je vous invite vraiment à regarder le blog du site loises.org parce qu'il y a toute une série d'articles qui vous intéresseront sur des thèmes. Et il y en a un normalement auquel je pense, c'est le niveau du salaire minimum est une question sociale et ne doit pas être une question politique, donc économique. Donc voilà, donc la possibilité effectivement de monter le SMIC dans le cadre d'une RTT et de l'accompagner par la sécurité économique et sociale, de dégager du temps libre. Je prenais un autre exemple avec les agriculteurs dans un article que j'ai écrit, que j'espère une revue paraîtra. Je disais, mais le nombre d'agriculteurs qu'on voit qui travaillent des heures et des heures et des heures, mais ils ne sont pas foutus d'embaucher une personne à côté pour les aider parce qu'ils ne sont pas foutus de garantir un SMIC à cette personne. Et là, le problème. Aujourd'hui, avec la sécurité économique et sociale, non seulement ils amélioreront leurs revenus, mais sur toute une série de tâches, ils vont enfin être capables d'embaucher pour partager ces tâches et eux-mêmes commencer à avoir une vie
un petit peu plus raisonnable, peut-être participer à la vie politique. Et encore, ils le font beaucoup, les agriculteurs. Le peu que je connaisse d'eux, je sais qu'ils sont assez présents, les organismes, ils bavardent beaucoup entre eux. Hein. C'est des gens qui... Mais ils le font tout au long de la semaine et le week-end compris, où ils mélangent et travail et puis discussion entre collègues et autres. Et en même temps, peut-être de commencer à partir en vacances parce qu'ils auront été capables d'embaucher ou peut-être de mutualiser un salarié entre entreprises, etc. C'est tout un univers de possibles qui, à mon avis, s'ouvre et qui permettra, à mon avis, encore une fois, une éclosion du politique parmi les individus et pas l'inverse. D'accord, merci. Ben, moi, je veux bien reposer une question. Euh, enfin, c'est sur la liaison bon, est-ce que tu as contacté pour proposer ce projet la Confédération générale des SCOP et est-ce que quelle est la continuité quelque part entre ton travail sur les coopératives et cette proposition de loi? Et lié aussi à, alors c'est pas la même question, mais bon, tu as dit qu'on se réclamait du communalisme, ce qui est vrai. Mm. Euh, bon, en admettant que les assemblées populaires locales soient partie prenante d'un pouvoir constituant, comment elles auraient la main sur ce type de loi, quoi. Voilà, c'est-à-dire comment au niveau local, ces assemblées populaires représentant les habitants et en même temps les producteurs, les travailleurs, pourraient décider, enfin, imposer une sorte de démocratisation des entreprises euh, qui tiendrait compte de ton système, quoi. Alors, il y a toujours deux questions, hein. Vous y tenez tous. Hein. Oui. Alors, je réponds à la première. Oui, effectivement, je discute pas mal avec les SCOP d'une façon générale. J'ai beaucoup de SCOP qui aiment bien l'idée, notamment en région Rhône-Alpes. Bon, de là à ce que la Confédération des générales des SCOP s'engage sur la sécurité économique et sociale, il y a un pas, vous vous en doutez. Ça suppose qu'elle soit largement plus diffusée. Mais en tout cas, toutes et tous comprennent bien l'intérêt de la sécurité économique et sociale pour les coopératives en général, les SCOP en particulier, pour une raison toute simple, c'est que lorsque vous démarrez une SCOP, le point faible de toutes les coopératives, c'est le capital. C'est un capital qui, je vais être très très dur et pas attractif. Le capital coopératif n'est pas attractif. Je mets de l'argent, mais je ne gagnerai jamais beaucoup, mais il est à risque comme si j'étais dans une société de capitaux. Alors que dans une société de capitaux, il est là pour en gagner un maximum. Et là, ça ne marchera jamais dans une coopérative. Donc, c'est un capital qui n'est pas attractif, c'est un capital que les personnes mettent pour les besoins de la coopérative. Et ça a toujours été un point très, très faible. Donc, de ce point de vue, réduire les besoins en capitaux de l'économie, c'est quelque chose qui sera très favorable à l'économie sociale et solidaire et au monde des coopératives en particulier, sur deux choses extrêmement pratiques. Les rémunérations quand on démarre. Alors là, typiquement, quand je discute avec les coopératives d'activité et d'emploi, elles comprennent très très vite l'intérêt de la sécurité économique et sociale. Ça, je vous le garantis, puisqu'en général, ils ont des revenus relativement faibles. Et sur les scopes qui démarrent en même temps, on a même approche, même remarque. En plus, c'est souvent quelque chose qui est très... nous avons une approche éthique qui est quand même relativement proche c'est du mutualisme, hein, tout simplement, c'est de la coopération, et ça, ils le comprennent. Voilà. Ensuite, du point de vue du communalisme. Alors, si tu veux, Patrick, là, je suis très gêné pour te répondre. Parce que je ne suis pas forcément communaliste. Pour moi, sur le communalisme, il y a beaucoup d'angles morts, il me semble. Et là, c'est peut-être intéressant ce débat qu'on va avoir là peut-être maintenant. C'est comment on fait très concrètement. Donc, j'ai compris du communalisme que l'idée, c'est des assemblées populaires locales, que ces assemblées populaires locales décidaient quand même de pas mal de choses. Alors, je ne sais pas jusqu'où vous allez. Moi, ce que je n'ai jamais compris dans le communalisme, c'est comment ces assemblées populaires locales se coordonnent. Voilà, ça, je ne sais pas.
Bon, je vais répondre juste d'une certaine façon très simple. C'est pour moi, l'Assemblée populaire locale, elle décide beaucoup plus qu'un conseil municipal actuel, y compris elle intervient dans la sphère de la production, ça j'ai bien compris. Donc ça veut dire que quelque part, cette Assemblée populaire locale va entamer des structures qui sont des structures de l'économie publique. Moi, je l'interprète un peu comme ça. Comment elle se finance? Ah, ça c'est la grande question. Alors, c'est peut-être là que ça devient très intéressant d'envisager la sécurité économique et sociale agrandie au secteur public. Je vous ai dit au tout début, attention, dans la version alpha, ça ne fonctionne que sur l'économie privée. On a une version bêta, on présente hein, sur le site web, on a posé cette question et on dit, tiens, si c'est l'économie publique, comment ça va marcher? La réponse qu'on a faite est la suivante, c'est de dire, oui, on peut tout à fait l'envisager, puisque l'État en soi est une entreprise, ou ce sont des entreprises. La seule chose qu'il faudra introduire, c'est faire que ce soit désormais la caisse interentreprise qui soit détentrice du déficit. C'est-à-dire que vous savez que le déficit économique de l'État a un rôle essentiel, un rôle contracyclique essentiel. C'est-à-dire que lorsque l'économie se comprime et que ça ne va pas, l'État rentre en déficit pour renverser la conjoncture, tout simplement. Tiens, soit amusant, j'ai entendu un penseur décroissant qui disait, tiens, l'État peut se mettre d'une façon en excédent de façon à favoriser la décroissance. C'est marrant, hein, qui est juste, hein, un point de vue très juste. Donc là, il faudra, nous, on arrête l'idée que la caisse interentreprise, elle est en équilibre. La caisse interentreprise pourra être en déficit ou en excédent dans une logique décroissante, pourquoi pas, de façon à assumer ce rôle contracyclique. Et toutes les entités publiques, et quand je parle des entités publiques, ben là, ça peut être les assemblées populaires locales, entre autres, devront, elles, fonctionner en excédent. Et le grand intérêt à ce moment-là ben, d'une sécurité économique et sociale qui lierait l'ensemble de l'économie avec ces économies publiques stimulées par les assemblées populaires locales, c'est peut-être d'offrir une base de revenus qui permettra plus facilement ces initiatives publiques que maintenant. Voilà. C'est là que l'articulation que je vois avec le communalisme que nous pourrions introduire. Alors attention Patrick, ton micro. Oui, d'abord, il y a plusieurs interprétations du communalisme et en particulier de la pensée de Bookchin, parce que si on lit Bookchin, il est pour une économie municipale, quoi, municipalisée. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les communalistes. En tout cas, nous, c'est pas notre orientation de fond. Quand on est en train c'est pour ça qu'on t'a invité, c'est de discuter de ces questions comme du salaire à vie, comme du revenu universel, etc. Donc, bon, mais ce qui est sûr, par contre, c'est que ces assemblées populaires locales, qui se coordonnent à travers une confédération de communes, mais qui mettront en place des systèmes d'administration nationale, hein, bon, voire européen, si on fait une confédération démocratique des peuples au niveau européen, font quand même que localement, la question de la répartition des revenus dans les différentes entreprises, la prise en compte aussi de tout le secteur de l'économie informelle, alors c'est pas important dans notre pays par rapport à ce qui se passe en Afrique, etc., mais il y a quand même ce type de secteur, il y a la question des chômeurs au niveau local, etc. C'est comment finalement un outil démocratique comme une assemblée populaire peut-il avoir une articulation avec la sécurité économique telle que tu la proposes, quoi. Parce que c'est ça la vraie question. C'est pas tellement la municipalisation pour moi, parce que bon, je pense que ça ressemblerait à une sorte de collectivisation. Je pense qu'il y aura une sorte enfin bon, plusieurs secteurs de l'économie cohabiteront, mais que au niveau démocratique et donc politique, ces assemblées populaires pourraient avoir un rôle majeur, un peu d'ailleurs ce qui s'était passé à un moment donné pendant la Révolution espagnole, par exemple, en 36-37, en Catalogne ou en Oui. Aragon, quoi. Voilà.
Alors, c'est marrant, on a eu cette discussion aussi chez nous, pas sur la base du communalisme, mais je pense que ça va peut-être y répondre. C'est-à-dire qu'on a posé la question, et s'il y avait plusieurs niveaux de sécurité économique et sociale? Ouais. On a dit, ben oui, tiens, pourquoi pas un niveau européen, pourquoi pas un niveau national, pourquoi pas un niveau régional, pourquoi pas un niveau communal? Donc, on pourrait tout à fait imaginer une structure sécurité économique et sociale de l'ensemble des communes fédérées qui est décidée une espèce de minimum et que certaines communes disent, nous, on va aller plus loin dans cette logique et on va augmenter effectivement le pourcentage de contribution et le montant d'allocation de façon à avoir une économie et plus égalitaire et plus dynamique et qui pourrait effectivement embrasser à la fois, alors encore une fois, je me mets dans votre perspective, dans une sécurité économique et sociale qui intègre un secteur public, que j'assimile à un secteur politique. Hein, voilà. Donc c'est effectivement une complémentarité qu'on voit, nous on l'avait déjà envisagé, pas du tout dans l'esprit communaliste, hein, mais dans un esprit fédéral. Quoi. Tiens, comment ça pourrait fonctionner? Des gens aussi m'avaient dit, et si une région veut expérimenter? Voilà. Alors, Oui. avec le risque, encore une fois, très honnêtement, c'est-à-dire que si c'est une commune, elle fait un truc, il va falloir qu'elle se protège. Hein. C'est l'exemple de la sécurité économique et sociale volontaire. Elle dit, tiens, je vais mettre un truc très haut niveau d'allocation, etc. Allez, hop, tous les créateurs d'entreprises, ils y vont. Puis une fois qu'ils sont florissants, salut les mecs, on se casse, on va dans la commune d'à côté. Mais c'est pas pour faire du tac au tac, mais par exemple, prenons l'exemple, puisque tu parles des régions. Euh, si les autonomistes corses décident, par exemple, d'adopter cela et qu'ils font voter ta proposition à l'Assemblée de Corse, comment concrètement ça peut... est-ce que c'est intéressant pour la Corse aujourd'hui d'adopter un tel système qui serait même peut-être d'ailleurs déconnecté de la France, par exemple? Bah, comme je disais, je pense que la sécurité économique et sociale, personne ne peut être contre sur le fond. Oui, Là où mais les avis divergent, c'est sur le pourcentage de mutualisation. Donc, il est tout à fait possible qu'à un moment donné, une collectivité territoriale comme la Corse dise, bah, tiens, pour notre pays, on va mettre en place la sécurité économique et sociale. Et effectivement, ils peuvent y trouver un intérêt pour à la fois dynamiser leur économie, pour pousser les gens, ben voilà, et puis pour arriver vers le plein emploi, peut-être demain l'emploi choisi, c'est peut-être des choses, et se choisir un mode. C'est pas quelque chose qui est impossible. La question, c'est est-ce qu'ils vont avoir juridiquement le droit d'introduire un tel système. On le sait que sur l'Assemblée nationale, ben, la compétence existe, l'Assemblée nationale et Sénat. Est-ce que l'Assemblée de Corse aura une prérogative dans ce domaine-là? Ça, c'est la grande inconnue, nous ne le savons pas. Voilà. oui, mais en admettant qu'elle l'aurait, par exemple, Oui, l'Assemblée de Catalogne bon, en Espagne pourrait avoir, parce qu'ils ont des probablement. économiques, par exemple. Bon, en Hmm. admettant qu'il l'ait, est-ce que c'est vraiment au niveau d'un territoire de ce type intéressant du point de vue de leurs entreprises et du point de vue finalement des gens, tout simplement, quoi. Ah, mais je le pense, bien sûr, mais bien sûr. C'est très intéressant, d'autant plus que c'est une île. Donc, quand on parlait des localisations d'activités, de machin, ben là, ça se posera beaucoup moins. Donc, mais bien sûr, je crois qu'on a tout intérêt à avoir la sécurité économique et sociale. Encore une fois, je crois qu'on a tout intérêt, on n'a rien à y perdre, à condition que la sécurité économique et sociale, elle apporte deux choses. Elle apporte une solidarité dans la société, dans la question de l'accès à l'emploi et dans la question des revenus beaucoup moins hétérogènes et inégaux que ce qu'ils sont ailleurs. Et elle apporte une deuxième chose qui est la sécurité. C'est-à-dire qu'une entreprise en difficulté, elle a les moyens de rebondir grâce à la sécurité économique et sociale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des mécanismes de... voilà. Donc, encore une fois, c'est quelque chose où on y a intérêt. C'est ce que je disais, c'est je ne sais pas si vous avez saisi cette phrase, enfin je reviens là-dessus, c'est souvent on oppose le social à l'économique. On dit, ah, vous faites des trucs sociaux, ça, les entreprises ne vont pas investir, ça ne va pas aller, ça va diminuer l'emploi, etc.
Là, on est dans l'inverse. On va avoir des gens qui vont dire, ah, on ne veut pas pénaliser trop les entreprises performantes, donc plus bas la contribution sera, mieux ça sera. Donc, on va les descendre sur du 9%, du 10%, du 5%, un truc comme ça. Mais ceux-là ont tort, parce qu'en fait, plus ils seront bas, plus ils seront proches de la situation actuelle, et moins leur économie sera dynamique. Et quand j'entends dynamique, ce n'est pas forcément croissance, c'est au terme d'initiative. C'est-à-dire, moins il y aura d'emplois, moins il y aura d'entrepreneuriat, moins il y aura d'initiatives économiques au sens noble du terme, tout simplement. Donc là, ce n'est pas forcément le moins-disant social qui a celui qui a le plus de raisons économiques. C'est la première fois, et ça, je le signalais avec dans une discussion que j'ai eue avec des députés, je leur disais, mais pour une fois, nous sommes sur un truc comme ça en position de force vis-à-vis du social. Notre social n'est pas anti-économique, il est pro-économique. Et ça, c'est un point qui est fort. Et c'est pour ça que la Corse, je ne vois pas pourquoi la Corse, plus qu'une autre collectivité territoriale, n'aurait pas intérêt à adopter la sécurité économique et sociale si elle le peut. Merci. Ouais, j'ai une question, peut-être la dernière. Enfin, on va peut-être prendre les dernières questions parce qu'on finit dans 2 minutes. Comment dans ton système, Benoît, tu fais en sorte que les gros ne mangent pas les petits et qu'on évite des situations comme on les vit aujourd'hui et notamment des situations de monopole Justement, ce que va permettre la sécurité économique et sociale, c'est de favoriser l'emploi pour toutes les entreprises. Et va notamment travailler sur le côté de la trésorerie. On travaille sur la question de la trésorerie. Aujourd'hui, une des grandes causes de constitution de monopole, c'est des entreprises qui ne sont pas capables de tenir face à la concurrence. La concurrence est forte et ça y est, ils sont dépouillés, ils ne peuvent pas se défendre et finalement, ils se font, alors, au pire, liquider, au mieux, absorber. Le grand intérêt de la sécurité économique et sociale, elle ne change pas la concurrence. La concurrence existe toujours avec la sécurité économique et sociale. Mais la concurrence, elle est cantonnée. Elle est cantonnée à une autre partie de l'économie. Quelqu'un me disait en rigolant, tiens, par rapport à Schumpeter, la destruction créatrice, vous savez, cette thèse de Schumpeter qui dit, mais finalement, les entreprises qui disparaissent, c'est très, très bien parce que ça provoque un renouvellement et puis c'est des entreprises de meilleure technologie qui arrivent et c'est un progrès général. Et cette personne rigolait en me disant, tiens, toi, tu es en train de faire comment il me disait ça, tu fais du Schumpeter social. C'est-à-dire que grosso modo, tu conserves les rapports de concurrence, mais avec toi, avec cette proposition, la concurrence devient humaine. La concurrence devient acceptable. Et de ce point de vue, je dirais, les rapports de concurrence vont être adoucis. Et je pense que ça ralentira le phénomène des monopoles. Et même chose, en règle générale, qu'est-ce qui s'oppose au monopole? C'est la création d'entreprises. Or là, on la favorise, on favorise l'innovation. Donc, voilà. Donc, je pense que ça aura un effet bénéfique là-dessus. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Ok. Jean Fauché Il nous a quittés, j'ai l'impression. nous a quittés. Oui, 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 oui. Oui, Jean devait nous quitter et aller suivre le live sur Facebook, d'après ce que j'ai compris, oui. Ah Ah, oui, c'est d'accord. ça. Oui, il nous Ok. l'a dit, c'est vrai. C'est Ouais. ça. Donc Alors, du coup, bonsoir Jean. Jean, on te salue, ainsi que toutes les personnes qui ont regardé ce live. Ah, on a Jean Lafont aussi, donc du coup, qui nous salue. Sébastien, tu veux peut-être dire quelques mots de conclusion? Donc, voilà. Ah, Merci Benoît. Euh, oui, je veux bien. Moi, j'ai trouvé ce débat très intéressant parce que c'est une façon d'aborder l'économie qui est novatrice, qu'on connaissait pas. Moi, je connaissais pas, clairement. Donc, ça va me poser plein de questions. Je vais faire plein de recherches sur le sujet. Mhm. Donc, du coup, parce que c'est toujours intéressant de chercher, comment dire, d'explorer des nouvelles idées en économie y compris, même si c'est pas mon domaine privilégié. Je trouve ça intéressant. Les questions de Patrick, pour relier ce que tu proposes avec, moi je suis assez proche des idées du communalisme, mais avec la Confédération, avec
pour gérer la division du travail, etc., une confédération le plus grande possible et pas le repli sur soi. Donc, sur des confédérations de communes au niveau national et international, comme disait Patrick, pour pouvoir gérer tout ce qui est division du travail et plein d'autres activités qui sont de l'ordre plus macroscopique, quoi, en fait. Et donc, du coup, bah, je vais me documenter sur l'écologie, l'économie, pardon, l'économie, la sécurité économique et sociale. Et puis, bah, on va voir comment on pourrait l'articuler, comme disait Patrick, avec, au sein de notre projet communaliste, voir si c'est possible, pas possible, quelles sont les limites, quels sont ouais, les possibles aussi à côté. Donc, merci pour ton intervention et puis pour toutes ces explications. Ok, Voilà. bah écoutez, moi aussi, je vous remercie d'avoir invité. Je vous remercie aussi de ce débat et de ces questions, toutes à deux volets, qui ont été très, très riches, très, très riches. Bon, bah, bien entendu, en tant que groupe politique, vous créez votre projet qui avance et autres. Sachez que je suis de toute façon à votre entière disposition. Vous pouvez me recontacter à tout moment pour discuter d'un point, redébattre d'un autre point, le voir comment articuler tel élément. Très bien. Et ben, merci à toi et puis à très bientôt alors, hein. Voilà, bonne soirée à tous. Donc, cette vidéo, elle a été diffusée sur Facebook en direct. On la retrouvera aussi en replay sur la chaîne YouTube, sur le site web et sur la newsletter. Et donc, on continuera à réfléchir ensemble à ces questions économiques et à la concrétisation de ce projet de solidarité et de communalisme sur lequel on est en train de travailler tous ensemble. Excuse-moi, Voilà. j'ai coupé le micro de Benoît involontairement, donc s'il veut reprendre Oui. Non, ben, je pense avoir à peu près tout dit. Je suis à votre disposition à tout moment lorsque vous voudrez avancer dans votre projet. Si vous voulez l'articuler, ben, sachez que l'association est là, je suis là, et voilà. Donc, Pour le lien se maintient. Voilà. te rassurer, Benoît, en général, on a de 1200 à 2000-2500 vues sur Facebook Live quand on fait D'accord. nos lundis de PEPS. Donc, on n'était pas simplement 12 ou 13 comme aujourd'hui sur le Zoom, mais D'accord. c'est un large public. Et d'autre part, effectivement, on est en train d'élaborer notre projet de seconde commune. C'est comme ça qu'on l'a qui est un projet, disons, qui est un projet de société et non pas un programme. Et donc là, on cherche effectivement à travailler sur cette question du désencastrement de l'économie par rapport à la société. Et je pense que c'est un apport que tu fais, mais qui, à mon avis, doit pouvoir se marier avec d'autres questions, quoi, celle de la gratuité, celle du Oui. service public, enfin, y compris celle une partie, disons, parce que moi je suis assez méfiant sur les systèmes de salaire à vie comme ça, bah, étatique et tout ça. Je pense que la question essentielle dans tous ces systèmes, c'est la question de la démocratie. Et comment finalement, on est en train d'ailleurs de faire parce qu'on a un collectif démocratie alimentaire, qui n'est pas le collectif SSA. Et ce collectif démocratie alimentaire fait un séminaire en ce moment sur Zoom. On en a déjà fait 3, on en fera 6 en tout. Et une des questions essentielles, c'est comment le système de la sécurité sociale alimentaire peut-il être pris en main localement par les usagers et les paysans et les consommateurs, quoi, hein. Et donc, en fait, c'est les mêmes questions qui se posent par rapport quelque part à ta proposition. C'est pour ça que ça nous intéressait beaucoup, ta contribution. Voilà. Bon, ben écoutez, merci bien, merci à toutes et toutes, merci Peps, et puis bon travail, Merci. Merci. d'élaboration du projet. Voilà, merci à Merci, vous, au merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Euh,